Et coucou tout le monde et bienvenue. Coucou Virgane Delbrezo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette interview que j'attendais depuis un petit moment avec Amandine Gay. Donc installez-vous, c'est parti. Et coucou Amandine. Coucou, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Tu sais, en plus, c'est tous les trucs techniques. Je suis là en mode ouais, c'est bon, ça fonctionne, ça fonctionne. Il y a toujours des problèmes, évidemment. Je pense que tu connais un petit peu ça. Je vois. Du coup, Amandine, si tu veux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Oui, bah, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Amandine Gay. Je suis réalisatrice et autrice principalement. Mon premier long métrage documentaire, il s'appelle Ouvrir la voie. Il est sorti en salle en 2017. Ouvrir la voie avec un X à voix. C'est un film sur l'expérience des femmes noires en Europe francophone. Le second, il s'appelle Une histoire à soi. Il est sorti en salle en 2021. Et c'est un film d'archives, cette fois-ci, toujours un documentaire, mais sur l'expérience des personnes adoptées à l'international. Et donc là, c'est plutôt un portrait de 5 personnes. Quand Ouvrir la voie, c'était un film choral et un film de tête parlante avec 24 participantes. Et puis mon dernier projet audiovisuel, c'est une série pour la plateforme de France Télévisions qui s'appelle Ballroom, dont le sous-titre est Danser pour exister. Et ça a été mis en ligne en juillet 2025. Et c'est une série de 5 fois 30 minutes, toujours documentaire, qui suit la House of Revlon voilà, qui documente un peu leurs aventures au sein de la scène ballroom, la communauté ballroom parisienne. Et puis côté des livres, bon, j'ai participé à pas mal d'ouvrages collectifs, j'ai écrit des articles universitaires pour tout ça. Et sinon, j'ai écrit 2 livres toute seule, les 2 parus aux éditions La Découverte. Le premier s'appelle Une poupée en chocolat. C'est un essai autobiographique autour de l'adoption. Moi, je suis née sous le secret, donc du coup, ça mélange un regard politique sur l'adoption locale, ou en tout cas nationale, et l'adoption transnationale. Et puis le second, alors le premier est sorti en 2021 aussi, donc c'est un peu des projets voilà, couplés, une histoire à soi au cinéma et une poupée en chocolat dans l'édition. Et en 2025, j'ai sorti un deuxième essai autobiographique, cette fois-ci sur la suprématie blanche comme régime politique, qui s'appelle Vivre libre, et dont le sous-titre est Exister au cœur de la suprématie blanche. Et voilà, c'est un peu ça dans les grandes lignes de mon travail. J'ai aussi lancé un podcast autour du livre qui est diffusé sur Rims une fois par mois, tous les mardis. Donc le dernier épisode là, qui parle de l'amitié comme sujet politique et dont les invités sont Johanna Cincinnatis et Kiemis, qui était aussi d'Ouvrir la voie, est sorti aujourd'hui. Voilà, et puis sinon je donne des conférences, je suis souvent sur la route, j'interviens sur Twitch maintenant, ouh là là, et voilà. C'est super complet, j'aurais vraiment pas mieux fait. Et du coup, j'ai mis toutes les commandes dans le chat, donc n'hésitez pas s'il y a des gens qui arrivent et tout ça.
à remettre les commandes. Et bah, du coup, on va parler de Vivre libre, que j'ai terminé dimanche. En plus, faut quand même savoir que j'avais un peu perdu, la lecture depuis un bon moment et au final, je suis assez contente, parce que j'ai réussi à lire, bah, assez, rapidement, vu que ça faisait un peu un moment que j'avais lâché la lecture. Bon, il y a eu des passages qui étaient difficiles, il y a eu beaucoup de passages où j'étais en mode: «Ah ouais, mais moi aussi et tout». Donc heu, C'est le voilà. principe. Ouais, on va commencer avec les petites questions du coup que j'avais préparées. Du coup, la première question que je voulais te poser, c'était, quels impacts a l'effacement culturel et social des personnes racisées, en particulier celles qui ont grandi dans une famille blanche, et quels impacts ça a eu sur toi? Alors, bah, bon, je vais peut-être commencer effectivement par, me situer. Donc moi, je suis née en 1984, donc j'ai 41 ans et j'ai grandi à la campagne lyonnaise, donc dans les années 80-90. Voilà, désormais la région lyonnaise est célèbre dans toute la France, en ce qui concerne la présence de l'extrême droite. Pour les personnes qui ont grandi, c'est pas nouveau. C'est une région quand même, voilà, très, conservatrice, très catholique, et très blanche, je pense même encore aujourd'hui. Mais alors à la campagne, c'était très, très blanc, donc on était 2 noirs dans le village, mon frère et moi, qui est lui aussi adopté. Puis il y avait une famille de sud-asiatiques, et c'est tout. Donc c'était voilà, très, très, frontal, l'expérience d'être noir, sachant qu'à cette époque-là, il n'y avait, pas de personnes noires françaises, en tout cas, ou francophones même, à la télévision. Les seuls modèles qu'on pouvait avoir, c'était des personnes, états-uniennes, dans des séries, qui se sont aussi avérées être problématiques en lien avec Bill Cosby plus tard, mais voilà, on a grandi avec le Cosby Show, plus tard Le Prince de Bel-Air, il y avait Fame aussi, enfin bon voilà, il y a eu quelques shows comme ça. La présence de Surya Bonali, la patineuse artistique, dont les nouvelles générations ont fait la découverte, lors de ces JO Ouais. puisqu'elle, elle faisait, une figure qui était interdite à l'époque, qui était un salto arrière et qui a été repris cette année, qui est désormais légale. Et puis on l'avait privée d'une médaille d'or, à la Coupe du monde, au championnat du monde de 88, et elle a refusé de monter sur le podium, quand on lui a donné l'argent. Et c'était quand même un sacré moment de rébellion. Et je pense que voilà, les filles noires de ma génération s'en rappellent très clairement parce que c'est la première fois qu'on voyait une fille noire de France et se rebeller et à la télévision. Et en plus, avant, elle avait excellé dans sa discipline. Donc en tout cas, voilà, ça c'est un peu une figure phare de mon enfance. En fait, c'était les sportives et les chanteuses, hein, Marie-Josée Pérec, Zouk Machine, enfin voilà, il y avait. Et donc, ça crée quand même une vision du monde assez particulière, parce que ça veut dire aucun enseignement noir durant toute ma scolarité, aucun soignant noir durant toute mon, en tout cas jusqu'à ce que j'arrive à Paris, et même assez tard durant ma vie à Paris. Euh, Aucune mémoire aussi, une fois que je suis rentrée dans les mouvements féministes, des luttes collectives qui avaient pourtant existé dès en fait avant la Deuxième Guerre mondiale, puisque en fait dans la Caraïbe, des mouvements féministes s'organisent en Martinique, en Guadeloupe, pour que les femmes aient le droit de vote. Ensuite, en Hexagone, on a, alors bien sûr, en Afrique, on a tous les mouvements anticoloniaux, avec énormément de femmes qui prennent part au soulèvement au Cameroun, et puis dans toutes les anciennes colonies françaises, Algérie, etc. Et puis en Hexagone, à partir des années 60-70, le début de l'immigration postcoloniale, il y a aussi beaucoup de femmes qui créent des groupes, que ce soit la coordination des femmes noires, qui deviendra plus tard, dans les années 90, le MODEFEN. MODEFEN, hein, voilà, aucun lien avec les autres là. Euh, donc la coordination des femmes noires, puis le mouvement de défense des femmes noires. Euh, et puis il y a eu d'autres groupes, hein, il y a eu des coordinations de femmes d'Amérique latine, Mmh. etc. Et en fait, tous ces éléments-là, c'est des choses que j'ai découvertes beaucoup plus tard, en faisant des études, en m'intéressant aux questions féministes, en quittant la France aussi, en vivant en Australie, en Angleterre ou au Canada. Et donc, qu'il s'agisse de la mémoire des luttes, qu'il s'agisse d'avoir accès aux intellectuels, je pense par exemple à Fanon, qui n'est pas enseigné dans les écoles en France, ni Césaire. J'ai Euh, découvert très tard, hein, et exactement, il y a beaucoup de choses que j'ai lues quand j'ai fait mon mémoire de fin d'études à Sciences Po, dont j'avais 21 ans, et j'avais décidé de le faire sur les enjeux du traitement de la question coloniale. Et c'est en commençant à lire des livres sur le sujet que je suis tombée sur Aimé Césaire.
mais j'avais jamais lu avant, quoi. Et donc, et puis c'est encore plus tard que je suis tombée sur les Sœurs Nardal, et cetera. Donc, vraiment cette expérience constante, d'être, coupé, de ses cultures d'origine. Moi, j'ai découvert, bon, alors après, en plus, l'adoption vient complexifier le sujet. Donc, dans mon dossier à 18 ans, j'ai vu que j'étais moitié marocaine, moitié française. Et puis, en faisant des tests ADN, j'ai découvert que française, bon, je m'en doutais, c'était du coup martiniquaise. Mon père de naissance est martiniquais. Et donc, cette idée aussi de, voilà, d'absence de transmission, d'être issu même soi-même de l'histoire, voilà, coloniale française. On est nombreux et nombreuses en fait à être soit afro-maghrébins, soit maghrébins dans les personnes nées sous X dans les années 70, 80, 90 même, en lien en fait avec l'immigration postcoloniale. On a été souvent placés dans des familles, voilà, moi je connais plein de personnes d'origine algérienne qui ont été placées dans des familles où les grands-parents avaient fait, enfin les grands-pères avaient fait la guerre d'Algérie. Ouais. Voilà, pareil pour des personnes d'origine vietnamienne, en plus parce que les filières d'adoption sont souvent liées en fait à l'histoire coloniale. Donc voilà, il m'a fallu beaucoup d'années en fait. Il m'a fallu plusieurs décennies de recherche, de militance, d'intérêt aussi pour le cinéma, donc qui m'ont permis voilà, d'apprendre plein de pans de mon histoire, de l'histoire de France, de l'histoire des gens qui nous ressemblent. Et puis c'est vrai que si mon travail artistique est aussi protéiforme, c'est dans une perspective de laisser des traces. Il y a vraiment un enjeu de transmission pour moi aussi. Faire un film sur l'expérience des femmes noires en France en 2014, c'est à un moment donné où je veux quitter la France et où je me dis, bon, bah, je vais au moins laisser un film, qu'on n'ait pas cette sensation constante de recommencer de zéro, alors qu'en fait, il y a eu des luttes avant nous, alors qu'il y a eu des personnes qui se sont organisées, qui ont gagné des petites avancées. S'il y a les congés bonifiés, même si c'est attaqué depuis des années, pour les personnes caribéennes, c'est parce qu'il y a eu des luttes syndicales Mmh. pour obtenir le droit de retourner dans la Caraïbe, pour tous ces gens qu'on a fait venir via le Bumidum. Donc voilà, d'essayer de... moi, c'est vrai que je vois beaucoup mon travail voilà, artistique et politique dans cette idée de recréer des liens, en fait. Et c'est bien entendu lié à mon histoire personnelle. C'est c'est tellement important en plus. Moi, je sais que Ouvrir la voie, du coup, je l'avais vu. J'avais dit 2014 parce que je pensais que c'était beaucoup plus lointain. Et c'était 2017. Mais il m'avait vraiment, vraiment marqué. Donc, franchement, je pense qu'il a aidé beaucoup de personnes aussi. Donc, et pour revenir, bah, du coup, c'était aussi lié de toute façon, parce que je voulais revenir sur, en lisant le livre, sur l'étymologie du mot enfant que je connaissais pas du coup. C'était infant, je sais pas si on prononce comme ça. Oui, Infant, c'est ça, en latin, c'est infant. ouais, c'est ça. Personne qui ne parle pas. Et bah, j'ai trouvé que c'était assez révélateur de notre société qui n'écoute pas les enfants, qui les considère pas comme des citoyennes à part entière. Et qu'est-ce que ça en dit du coup avec le contexte politique actuel en plus, sur comment sont enfin bon, déjà c'était le cas avant, mais disons que là c'est pire, sur comment sont traités les enfants racisés, à quel point les oppressions qu'elles subissent sont différentes des autres enfants blancs finalement. Oui, Notamment bah même alors, par rapport à l'adoption, tu vois, comme tu en parlais. oui, bien sûr. Bah, infant, c'est en fait, c'est vraiment même plus techniquement, c'est celui qui n'a pas encore le langage. C'est-à-dire que en fait, c'est pas que, et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, les enfants, ils parlent. C'est juste qu'on les écoute pas ou qu'on prend pas leur langage au sérieux. Et donc oui, moi, c'est sûr que la question de la domination adulte, de l'oppression des mineurs, m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que j'essaie aussi de créer des ponts constamment pour montrer encore une fois que bah, voilà, les oppressions sont interdépendantes. Et une de celles sur lesquelles il y a encore assez peu de mobilisation, c'est en train de monter là dans le monde francophone, la question de la domination adulte, de Mhm. l'enfantisme, de la lutte contre la domination adulte, mais c'est très récent en fait, ça a moins de C'est ça. 5 ans. Et alors qu'en fait, c'est quand même une des oppressions justement, enfin c'est la rare oppression que tous les êtres humains ont en commun. On a tous été des enfants en fait. Bah, c'est ça. On a tous vécu le fait de ne pas avoir de droits civiques, de ne pas être pris au sérieux, de ne pas avoir accès aux espaces aussi. Mhm. La société n'est absolument pas construite pour les personnes handicapées, mais elle est absolument pas construite pour les enfants non plus. Donc du coup, par exemple, voilà, la domination adulte, c'est un moyen de penser aussi le validisme.
la domination adulte, comme j'en parle dans Vivre libre, c'est un moyen de penser la suprématie blanche. Parce qu'en fait, quand on regarde le vocabulaire qui est utilisé pour ôter des droits aux personnes colonisées, aux personnes racisées, ça passe toujours par un procédé d'infantilisation. Mmh. Toute la rhétorique de la mission civilisatrice, c'est avec cette idée que les Occidentaux, l'Europe, ce sont les adultes avec les Lumières, avec la philosophie, et qui vont aller sortir des ténèbres les enfants, les grands-enfants qui sont dans les territoires à coloniser. C'est ça la logique de fond. Et elle est même très transparente. C'est pour ça que dans le livre aussi, je cite que ce soit des montées à la tribune voilà, à l'Assemblée nationale de Jules Ferry ou d'autres textes où vraiment le parallèle qui est fait avec les enfants pour les peuples colonisés, ou ensuite les personnes qui ont le statut d'indigène, etc., il est manifeste, il est dans tous les textes, il est partout en fait. Et donc du coup, c'est sûr que moi, ça m'a toujours beaucoup occupée, animée la question de l'enfance, parce que je suis une personne adoptée. Et je pense que le premier endroit où j'ai aussi, bon, en plus d'être noire, donc c'est vrai que de toute façon, la question de l'infantilisation elle est très présente, surtout qu'en plus, c'est pas les mêmes représentations racistes qui existent dans la société. Et s'il y en a une qui est très prégnante pour les personnes noires, c'est celle qui concerne notre intellect et le fait que nous sommes effectivement des grands enfants joueurs qui aiment danser, etc. Donc, je l'avais déjà vécu en tant que noir, mais je pense que le fait de le revivre en tant qu'adopté, même passé la majorité, la formule, c'est les enfants adoptés. Et en fait, les enfants adoptés, c'est aussi une façon de dépolitiser le sujet, parce que justement, les enfants, ils n'ont pas voix au chapitre, ils n'ont pas accès au débat public. Et donc, ça semblait quelque chose d'anodin pour les personnes qui étaient extérieures, on va dire, à ce champ, qui est le champ de l'adoption, qu'on insiste sur le fait qu'on était des adoptés, des personnes adoptées, et pas des enfants, mais parce qu'en fait, les enfants n'ont pas de droits. Et donc, en fait, il ne s'agissait pas tant de se désolidariser des enfants adoptés, mais il s'agissait de dire, si on veut mieux mener une lutte politique en tant que personne adoptée, c'est en tant que collectif d'adultes qui, du coup, maintenant peuvent aller demander des comptes à l'État, qui, du coup, peuvent s'organiser, peuvent faire des demandes très précises. Et donc ça, je pense que c'est un moment où, comme j'étais plus âgée, je me suis rendu compte qu'effectivement, une façon de disqualifier un groupe qui a des revendications politiques, c'est de le ramener à l'enfance. Et donc, qu'est-ce que ça dit des enfants? Qu'est-ce que ça dit de leur possibilité de lutter? Voilà, ce que je dis beaucoup aujourd'hui, hein, le suffrage n'est toujours pas universel. Le suffrage sera universel quand tout le monde pourra voter, les mineurs inclus en fait. Mmh. Et puis, quand on regarde les arguments qui existent aujourd'hui pour priver les mineurs du droit de vote, en fait, ce sont les arguments qui étaient utilisés il y a 100, 150 ans pour priver les femmes du droit de vote. Mmh. Il y a 100, 150 ans, on disait elles ne sont pas autonomes, elles ne sont pas rationnelles, elles vont voter comme leur mari, etc. Aujourd'hui, on dit des enfants, ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas rationnels, ils vont voter comme leurs parents. C'est le même. L'argumentaire calqué est exactement le même. On ne se pose pas la question de qu'est-ce qui pourrait être une pédagogie pour permettre aux enfants de voter. On ne se pose pas non plus la question de la compétence des adultes. Alors que, par exemple, on la pose la compétence des adultes pour le permis de conduire. À quel âge il faut qu'on peut continuer à conduire si on ne voit plus rien, si on n'entend plus rien, etc. Donc, en fait, la compétence des adultes, elle est naturalisée. On part du principe que, voilà, vous avez 18 ans, vous savez voter, vous avez bien voté. Bon, je pense que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, il est évident entre l'abstention et le glissement à l'extrême droite depuis plusieurs décennies, que c'est pas parce qu'on est adulte qu'on vote bien. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de toujours venir questionner, en fait, ce qui est ben, voilà, moi, j'ai une formation en sociologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de toujours, révéler la dimension, de construction et la dimension de il s'agit d'un fait social. Ce qu'on va présenter, comme, voilà, un moment c'est vrai que physiquement, les enfants, ils sont vulnérables. Mais en fait, ce que je redis beaucoup en ce moment aussi, c'est que quand on parle de protection de l'enfance, on ne protège pas les enfants de prédateurs. C'est pas comme si on était dans des forêts où il y avait des loups. On protège les enfants des adultes. Donc en fait, c'est prendre le problème à l'envers. Le problème, c'est nous. Si on n'était pas dans une situation de toute puissance, par exemple, si les enfants pouvaient être représentés par des avocats en leur nom propre. Aujourd'hui, les enfants peuvent être représentés par un avocat pour eux uniquement quand ils ont commis un crime. Donc en fait, c'est une possibilité, ça existe déjà. Mais pourquoi est-ce qu'on donne des droits d'une certaine façon? En plus, c'est très paradoxal.
C'est-à-dire que le seul moment où un enfant devient un individu, c'est s'il c'est s'il enfreint la loi. On pourrait partir du principe que les enfants peuvent avoir une Mmh. représentation, légale et je pense que, bah, du coup, ça donnerait aussi des rapports de pouvoir très différents dans les familles, entre les parents et les enfants. Donc voilà, ce sont des exemples, mais c'est vrai que pour moi, l'idée, c'est toujours de partir d'une discrimination donnée et de voir comment elle fait écho avec d'autres, comment elle se renforce ou même effectivement, d'essayer un peu de comprendre, où est-ce que, ces mécanismes, de voilà, de retrait de droits, de violence, commencent et beaucoup, énormément commencent dans l'enfance. Ouais et puis du coup, quand tu es enfant et racisé, enfin particulièrement noir, il y a aussi ce truc-là, comme tu disais tout à l'heure de, on te bah, on te met comme un adulte très tôt, quoi. Donc même Ouais. ça, c'est aussi, hyper compliqué et on le voit, bah, avec, les violences policières et cetera qui font que, heu, c'est ça nous tue, en fait. C'est vraiment Ouais, l'adultification des enfants noirs, en plus, elle et encore une fois, elle est aussi, répartie de façon genrée. Elle pose aussi des questions, c'est-à-dire que est-ce que, comme il s'agit de nous déshumaniser dès la plus tendre enfance, le fait de dire: «Ah mais en fait on a cru que ce jeune garçon c'était un homme», est-ce que c'est aussi tout simplement une stratégie pour légitimer a posteriori le fait qu'on attaque les enfants noirs? Parce que mmh, moi je veux dire, même récemment en France, quand Nawel Madani met un coup de pied à un petit garçon noir de 7 ans en disant qu'elle pensait qu'il voulait l'agresser, bah, je veux dire, il a 7 ans en fait. Je veux dire, ne serait-ce qu'en termes de taille, je comprends pas, comment c'est possible de de se sentir menacé. Donc en fait, est-ce que c'est une forme de justification? D'ailleurs parce que ça passe, parce qu'il est noir. Je pense mmh, qu'elle aurait mis un coup de pied à un gamin blanc de 7 ans et elle aurait dit: «Parce que j'avais peur d'être agressée». Je suis pas sûre que les gens auraient pris ça au sérieux. Donc, il y a cette question-là. Pour les filles, ça se joue différemment. Ça mmh. va être plus, vraiment sur la charge mentale, sur l'émotionnel, où on va considérer que les petites filles noires sont pas des petites filles, en fait, et on va les barder de responsabilités, surtout, par exemple, les aînés, qui dans les familles noires, qui sont très vite mises à des places de petites mamans, en fait, de seconde maman, alors qu'elles sont des enfants, en fait. Hem Et puis du coup, il y a tout aussi les préjugés et les stéréotypes racistes qui peuvent être aussi du coup utilisés, par les agresseurs, les incesteurs dans les communautés noires. C'est-à-dire que qu'il s'agisse d'un côté, de, faire du chantage à, parce qu'on est pour la carcéralisme, alors il ne faudrait pas dénoncer, les hommes noirs qui sont des agresseurs et des violeurs, ou qu'il s'agisse de jouer sur les stéréotypes racistes. Je rappelle quand même que je crois que c'était 2017 où il y avait cette petite fille noire qui a été victime de viol par un homme noir plus âgé et qui en première instance n'avait pas été condamné parce que la juge avait retenu le facteur culturel parce qu'il avait dit que voilà, elle était très formée et puis que en gros c'était dans leur culture. Et puis bon, finalement, après, ça a donné lieu à la jurisprudence selon laquelle il ne peut pas y avoir de consentement pour les mineurs, mais c'était quand même passé en première Ouais, instance. c'est chaud. Encore une fois, ça aurait été une petite fille blanche agressée par un homme blanc qui aurait dit non mais c'est culturel, elle était très formée. Je suis pas sûre que ça serait passé. Je pense pas que ce serait passé, même dans un pays où il y a une très forte culture du viol. Donc la question, c'est vraiment ça. Là, il y a pas très longtemps, je suis intervenue à un colloque, c'est pas un colloque, mais c'est un festival qui s'appelle 160 000 enfants. Donc, il y a un festival pour la lutte contre les violences sexuelles et l'inceste en France. Et déjà, c'était toute une épopée d'avoir un panel qui s'appelait Ne sont-ils pas des enfants pour adresser le fait que les enfants racisés étaient d'autant plus vulnérables qu'ils étaient au croisement justement de souvent et précarité économique et biais racistes et violence institutionnelle et donc aussi bah, du coup violence familiale, etc. Donc déjà, prouver la légitimité du panel au sein même de l'organisation, ça avait été un travail. Et le jour même, la rencontre a été extrêmement mouvementée. Il y avait une femme blanche dans l'assemblée qui a dû être sortie parce qu'elle refusait qu'on adresse la question raciale dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Donc il y a vraiment des mécanismes qui fragilisent les enfants racisés à tous les niveaux, y compris dans l'accueil
encore une Mmh. fois, de leurs paroles et de leur expérience, parce que même dans les milieux de lutte, contre les violences sexuelles faites aux enfants, il y a énormément, de racisme, ou en tout cas même d'incompétence, sur, la complexité auquel font face ces enfants. Donc oui, oui, c'est un très gros sujet et un très gros chantier. Ouais, c'est c'est vrai que je savais même pas, hein, pour cette histoire-là, mais ouais, c'est, assez, assez difficile finalement de grandir en tant qu'enfant, racisé, enfin afro-descendant particulièrement, je trouve. Heu et et j'allais venir parce que tu as parlé justement de la femme blanche qui sortait de la salle. Je trouve que ça allait bien avec ma prochaine question. Où tu parlais aussi à un moment, de la victimisation performative et les larmes des femmes blanches, donc les white women tears en anglais parce qu'on l'utilise c'est vrai qu'on l'utilise pas trop en français, on dit pas trop larmes de femmes blanches, sauf j'en ai pas trop entendu Sauf nous, quoi. et je disais, je pense que c'est un outil de la suprématie blanche assez dangereux, à quel point ça peut être destructeur pour les personnes racisées. Mais je pense que, voilà, c'est parce que j'ai eu cette discussion, aujourd'hui, mais donc je le partage avec tout le monde. Je parlais avec, ma psy qui me disait que dans la plainte, et la plainte intempestive, il y avait quelque chose de très agressif et je trouve que c'est assez intéressant quand on regarde, comment se comportent beaucoup de femmes blanches qui, en fait, appartiennent quand même aux classes moyennes, au moins, voire même supérieures, qui ont des postes fixes en CDI et cetera et qui, dès qu'elles sont avec des femmes racisées, en particulier des femmes noires, vont beaucoup se plaindre d'à quel point leur vie est difficile, qu'elles seraient précaires, et cetera. Puis dès que vous posez des questions un peu précises, genre, mais du coup, t'es propriétaire, t'es en CDI, t'es machin, finalement, il n'y a finalement pas tant de problèmes que ça. Mais donc, la plainte, c'est aussi une façon de se recentrer. Euh, Quand je parle de plainte, je parle pas d'une plainte légitime qui serait j'ai été victime d'une agression. Je parle vraiment de problèmes qui n'en sont pas, en fait, surtout de partir du principe que la femme noire qui est en face de vous serait socialement au même endroit. Il y a en fait de fortes chances qu'elle soit socialement plus démunie. Et donc de partir du principe qu'elle est là pour vous écouter, geindre, etc., c'est déjà une forme d'intrusion et de violence et de charge mentale qui est déposée sur les femmes noires. Mais il se trouve qu'en plus, quand on a des conflits politiques, puisqu'il y a une représentation qui est certes aussi oppressante pour les femmes blanches dans la société, on va dire, en général, c'est-à-dire que la construction de la féminité, ce que j'appelle la féminité hégémonique, ce sont des représentations qui peuvent être extrêmement enfermantes pour les femmes blanches, puisqu'il s'agit de la douceur, la virginité, l'innocence, la pureté, l'espace domestique, la fragilité, etc. Donc, ce sont des représentations, voire des injonctions contre lesquelles les féministes occidentales se sont levées depuis facile le 19e siècle. Mais ce n'est pas parce que des représentations vous défavorisent à un endroit qu'elles ne sont pas mobilisables à un autre endroit. Et c'est ça qui est intéressant avec la féminité hégémonique. C'est-à-dire que autant les femmes blanches vont rejeter la féminité hégémonique, en tout cas on va dire les féministes blanches vont rejeter la féminité hégémonique pour faire avancer leurs droits de femmes face aux hommes blancs, mais autant elles peuvent complètement la mobiliser face aux personnes racisées et en particulier face aux femmes noires. Encore une fois, tout dépend des stéréotypes et de comment ils ont été construits au fil du temps. Donc, surtout pour les femmes noires et les femmes maghrébines, qui sont construites comme étant violentes, bruyantes, agressives, etc. Si une femme blanche répond à un conflit, on va dire, classique ou politique par des larmes, ça va immédiatement être perçu par toutes les personnes autour comme une violence qui lui a été faite. Mmh. Or, très souvent, les femmes blanches peuvent se mettre à pleurer pour absolument aucune raison, mais juste parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir échapper à une demande, justement, généralement, voilà, qu'on leur demande des comptes sur des sujets politiques. Donc, je donne un exemple dans le livre où j'avais été à une conférence sur l'intersectionnalité et où toutes les personnes invitées étaient blanches. Et donc, j'avais simplement soulevé la question de la blanchité du panel et c'était immédiatement parti en vrille avec
la modératrice en chef qui s'était d'abord mise à me crier dessus. Et puis quand elle avait été rappelée à l'ordre par une autre femme noire, là, elle s'est mise à pleurer en disant «Ah oui, mais c'est très dur pour moi, c'est compliqué dans le monde universitaire, on n'a pas de moyens, puis mon père est mort récemment», etc. Il y a beaucoup Et donc, de tone policing aussi, des fois utilisé pour dire, bah, pour rajouter le côté agressif. exactement, oui, pourquoi vous me criez dessus, Ouais. etc. Quand généralement, c'est elle qui crie en Mmh, premier. mmh, mmh. Moi, par exemple, c'est une chose que j'ai vraiment appris à faire parce que j'ai beaucoup été dans les milieux blancs et en particulier aussi dans les milieux féministes blancs. Donc moi, je ne lève absolument jamais la voix, parce que justement, c'est un moyen aussi de les laisser s'empêtrer dans leur propre colère. C'est-à-dire que très souvent, en fait, les femmes blanches font du rage baiting. Elles vont vous dire des choses, elles vont crier parce qu'elles savent que quand elles crient, ça va pas être entre femmes, hein, attention, Mmh sur mh. entre femmes, quand elle crie, ça va pas être perçu comme de l'agressivité, mais si une femme racisée crie en retour, là, par contre, c'est une agression. Donc moi, je laisse toujours les femmes blanches crier. Et puis même, bah, ouais, il se trouve que j'ai la chance d'avoir une formation conservatoire d'art dramatique. Donc, quand j'étais dans les milieux militants, moi, je pleurais. Et en fait, une des choses que je faisais, c'est que dès qu'une femme blanche pleurait, je me mettais à pleurer tout de suite. Et ça les arrête J'avoue, je direct. sais pas pleurer sur commande. Parce que c'est comme avec les enfants quand ils font un faux caprice. Vous voyez, un enfant qui se met à faire genre «Ah!» et vous dites: «Non, ça c'est pas un vrai truc», il s'arrête. Et en fait, quand les femmes blanches se mettent à pleurer pour couper court au conflit, si vous vous mettez à pleurer en même temps, ça les Mais je pense que ça moi, les justement, tu vois, je me suis souvent retenue de pleurer, en fait. Je me suis retenue de pleurer, je me suis retenue d'être en colère, et cetera, et même ça, en fait, c'est vraiment une charge, aussi. Parce que, non, bah, non, faut souvent pas ta se retenir, colère est faut pleurer. légitime, quoi. Pardon? Non, faut pleurer, faut pleurer. Et et après je veux dire, moi j'ai aussi gueulé, hein, ça, par le passé, j'ai vraiment, beaucoup été en groupe. Enfin, on avait quand même été à cette conférence avec, des copines racisées, pour, perturber la conférence, c'est vrai. Mais mais pour la perturber, dans le calme. Et il y a des fois où j'ai été en collectif, quand, j'étais membre de Décoloniser les arts, là on faisait vraiment des descentes, justement quand il y avait des rencontres, autour de Exhibit de la diversité dans le monde du théâtre et tout, là, entre 2014 et 2016. Là, on y allait pour se fighter, quoi. Mais, voilà, se fighter verbalement, parfois c'est nécessaire aussi. Et puis c'est plus simple aussi quand on est en groupe. C'est-à-dire, voilà, d'avoir des stratégies de, on va à tel, événement, on se dissémine dans la salle, et on est sûr que l'un ou l'une d'entre nous va arriver à choper un micro et dire un truc. Donc, voilà, les émotions sont légitimes, mais je pense que c'est vraiment important, déjà de nommer ça, pour que les femmes blanches qui éventuellement le feraient par réflexe, réalisent que, aussi quand on leur parle de l'instrumentalisation de leurs larmes, on n'est pas du tout en train de dire qu'il ne faudrait pas avoir d'émotions, on n'est pas en train de reprendre des discours masculinistes où on les traiterait d'hystériques, et cetera, je sais pas quoi. On est en train de politiser la féminité hégémonique. Et donc en fait, plutôt que de mettre cette critique sous le tapis en nous disant que, on est comme les hommes, est-ce qu'elles peuvent entendre qu'il y a des endroits où en fait elles sont en mesure d'opprimer les femmes racisées en utilisant des stéréotypes racistes et en les mobilisant à partir de leur fragilité, réelle ou supposée. Et ça, c'est aussi une conversation qui a très souvent, autour, autour du neuroatypisme. Il y a Mmh. énormément de personnes racisées, en particulier de personnes noires qui sont neuroatypiques, qui sont alors même pas diagnostiquées, ou quand elles sont Salut! diagnostiquées, qui sont, quand elles sont diagnostiquées, masquent énormément parce qu'on a déjà assez de problèmes en tant que personne noire. Donc si on peut masquer, on masque nos handicaps. Et donc se voir entendre, ou rétorquer par des personnes neuroatypiques blanches, qu'elles n'ont jamais à être remises en question parce qu'elles sont neuroatypiques. Quand on est soi-même neuroatypique, mais qu'on n'est pas en mesure, de l'adresser ou de le faire valoir parce que c'est pas du tout quelque chose qui va susciter plus d'empathie en face, bah, ça aussi c'est un problème. Ouais. Donc voilà, je pense que l'enjeu c'est toujours ça, c'est de se dire, on peut être, dominé sur un axe, mais on peut mobiliser la suprématie blanche sur d'autres. Et donc, est-ce que l'argument de la fragilité, voilà, d'avoir besoin d'être traité d'une certaine façon, il est toujours entendable partout, en tout temps. Il y a des façons de s'exprimer aussi qui sont différentes culturellement. Il y a des cultures où les gens parlent fort. Ça ne veut pas dire qu'ils vous agressent.
Par contre, vous pouvez leur dire, «Pour moi, c'est compliqué les personnes qui parlent fort et on peut peut-être se retrouver quelque part». Mais c'est pas la même chose que de leur dire: «Oui, tu m'as fait violence parce que tu as parlé fort». Bah, en fait, tu fais violence à cette personne-là en ne reconnaissant pas sa culture. Donc si c'est une baston qui se fait violence, on va pas y arriver. Par contre, on peut peut-être discuter de comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on échange ensemble, où est-ce que se situe la violence, et cetera. Ça c'est Mmh. plus constructif. Ouais et du coup, je disais, bon, que voilà, le côté, où c'est destructeur aussi, du coup, ce genre de comportement, notamment dans les milieux féministes, je pense. Parce que du coup, bah, ça freine en fait, la lutte, contre, le racisme, le colonialisme. En fait, on perpétue sans cesse, les mêmes oppressions, même au sein, de lieux qui sont censés lutter contre, au final. Oui, mais c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir des collectifs, en non-mixité, moi ce week-end là, bah, du coup, c'était le week-end du 8 mars, donc je suis intervenue sur, une table ronde qui était organisée par Peau noire, ligne rouge, Mmh. qui est un nouveau collectif, voilà, marxiste, noir, et sur le panel, on était avec Annick Metefia, qui est une des membres de Moissy, Candice, voilà, j'ai oublié son nom de famille, désolée, qui est dessinatrice, qui fait des fanzines afroféministes sur Instagram, et puis moi. Et une des choses que Annick a beaucoup répété, c'était que c'est important d'investir des collectifs en non-mixité, que ce soit Moissy, Peau Noire Ligne Rouge ou d'autres, pour pouvoir aussi penser son émancipation sans avoir à faire de pédagogie, Mmh. sans avoir à tout le temps ménager le groupe majoritaire, etc. Et après, il y a des personnes qui sont dans plusieurs mondes à la fois. Moi, j'ai été beaucoup dans des collectifs non mixtes, que ce soit afroféministes ou d'adoptés ou de personnes queer, etc. Et puis, je suis aussi beaucoup dans soit des collectifs beaucoup plus généralistes aujourd'hui aussi, parce que je vieillis et c'est vrai que les collectifs, ça prend du temps quand même. C'est un truc. Donc moi, je suis plutôt dans des collectifs maintenant de femmes dans les industries culturelles ou dans le cinéma, qui sont Mmh. des collectifs très blancs. Mais c'est vrai que je vais quand même rester dedans pour aussi m'assurer qu'on adresse pas que la parité, mais aussi toutes les formes de discrimination. Mmh. Participer aux événements. Voilà, cette année, j'étais la marraine aux assises du collectif 50-50 qui est pour la parité dans le cinéma. C'est l'occasion pour moi de toujours ramener le fait qu'il n'y a pas que la parité, il y a aussi le handicap, il y a aussi Mmh. la race, il y a Ouais. aussi voilà, les questions queer. Et donc, du coup, pour moi, l'enjeu, il est vraiment là, il est de se dire, on ne peut pas attendre en permanence du groupe majoritaire qui nous fasse une place. Ouais. Par contre, bah, on vit en Occident, on vit en France, donc à un moment donné, il faut quand même pouvoir aussi faire en sorte que les mouvements d'émancipation qui sont plus gros puissent nous concerner aussi. Mais je pense que c'est hyper important de trouver des espaces où on n'est pas juste en train d'être une voix minoritaire dans un groupe qui n'a pas envie d'entendre ce dont vous voulez parler, etc. C'est comme ça qu'on s'essouffle, qu'on s'épuise. Mmh. Et l'idée, c'est voilà, de trouver son chemin. Moi, je n'ai pas de réponse individuelle pour chaque personne. Moi, j'ai trouvé le mien avec le temps. J'ai été beaucoup plus jeune. J'ai été dans des groupes en non-mixité. J'ai d'abord commencé par le féminisme classique. J'étais à Oser le féminisme. C'est le premier collectif dans lequel j'ai été. Ensuite, j'ai été dans des collectifs qui n'étaient pas, on va dire, organisés de personnes racisées. Ensuite, j'ai été secrétaire d'une association de personnes adoptées au Québec qui s'appelait Libridé. Donc là, on était vraiment dans la mobilisation entre personnes adoptées. Voilà, moi j'ai fait un peu différents espaces militants en non-mixité et maintenant que je suis plus âgée, je vais dans des associations professionnelles et les collectifs de femmes pour la parité dans le cinéma, mais aussi parce qu'il y a quand même eu un vrai Mmh. progrès par rapport à 2014, où ces questions-là, on va dire pour aller vite, l'intersectionnalité, c'est quand même un peu passé dans le mainstream. Mmh. Donc, du coup, le collectif 50-50, autant quand moi j'y suis arrivée en 2018, c'était très tendu ces questions-là, autant là, il y a un guide prévenir les discriminations raciales, etc., qui va sortir, qui a été fait au sein du collectif. Donc, les choses avancent aussi. C'est pour ça que moi, Mmh. je pense qu'il ne faut pas non plus déserter les organisations majoritaires, que ce soit les syndicats d'ailleurs. Alors, petit point, syndiquez-vous. Si vous travaillez, syndiquez-vous, ça va vous aider.
vraiment, même si les syndicats sont pas parfaits, alors là, voilà, les questions raciales dans les syndicats, je pense qu'on pourrait faire une soirée dessus. Mais c'est important d'être dans les organisations collectives, de se tenir au courant de ce qui se passe dans votre industrie, et de pouvoir être défendu le cas échéant. Vous allez jamais pouvoir vous défendre seul face à des patrons. Donc voilà, investir ces espaces-là, et je pense aussi en ménageant ses attentes. C'est-à-dire que, faut pas y aller en se disant, «Je vais être comprise, je vais être accueillie dans ma Ouais. complexité, je ne vais jamais entendre, de trucs, abusés parce qu'on est dans les milieux progressistes». Non, que vous soyez dans un groupe LGBT, QIA+, dans un syndicat, d'ultra, je sais pas quoi, marxiste, révolutionnaire, ou que vous soyez, dans une asso féministe, majoritairement blanche, vous allez entendre des horreurs. Vous allez avoir des personnes qui vont pas vouloir se remettre en question, qui vont pas vouloir se décentrer, et cetera. Donc du coup, c'est aussi à vous, à nous, de mesurer jusqu'à où on veut s'investir dans ces espaces-là, et de, j'insiste, trouver aussi d'autres collectifs où on est en non-mixité, où on est, dans le calme. Et en tout cas, il peut y avoir d'autres problèmes, mais au moins il y a pas la pédagogie. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est ça. Hem, alors, on était où? Hem, je voulais revenir aussi sur le passage sur l'oppression raciale biomédicale, et le racisme médical du coup. Un petit bug de son. Là, c'est bon. OK. Et quand tu parlais notamment de Naomi Muisenga, bon, pour rappeler un peu, aux gens, même si je pense que la plupart des gens connaissent, quand même cette histoire. Moi, ce passage, il m'a vraiment je crois que c'est à ce moment-là, j'ai posé le livre pendant quelques jours, parce que j'étais, pas très bien et en fait, j'ai eu le même, enfin, j'ai vécu un truc similaire, en fait, où j'ai été hospitalisée et la première réaction, ça a été vraiment cette phrase-là, la même phrase que tu as écrite, à savoir, «Je vais mourir comme, Naomi Muisenga», quoi. Et bah, du coup, pour rappeler un peu l'histoire, donc Naomi Muisenga, c'est une jeune femme, je crois qu'elle avait 24 ans, il me semble. Je crois qu'elle était assez jeune en plus, qui a voulu appeler les secours, parce qu'elle avait des grosses douleurs et tout ça et en fait, elle a pas enfin, elle a été moquée totalement, enfin, c'était horrible parce que moi, je me rappelle de l'extrait, je l'avais entendu déjà donc le relire, ça a été c'est dur. Hem Et du coup, tu parlais aussi de la méfiance des personnes noires à l'égard de la médecine, du coup. Et donc, quelles sont les conséquences en termes de santé, d'accès aux soins pour les personnes racisées, en particulier, du coup, pour les personnes noires? Bah, il y en a plein, hein, malheureusement. La raison pour laquelle je voulais aborder la question de la santé, dans le livre, c'est aussi parce que, je pense que parfois les gens ont l'impression que, je sais pas, parler de suprématie blanche ou de l'oppression raciale, c'est comme un débat d'idées. Et en fait, pour les personnes racisées, en particulier pour les personnes noires, en fait, il s'agit vraiment de questions de vie ou de mort. Et moi, je l'ai souvent dit par le passé un peu, en provocation, mais en fait, c'est, je pense, vrai. Si on avait des statistiques, ethno-raciales, on pourrait le savoir. Il y a beaucoup plus de noirs qui sont morts, dans le système médical, qu'aux mains de la police. Mmh. Et ça ne mobilise pas autant, la communauté, et ça devrait, en fait. Il y a un vrai souci dans la prise en charge. On l'a vu pendant la crise du Covid, avec Ouais. une très forte mortalité dans le 93 à cause des comorbidités. Et les comorbidités, c'est quoi? C'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle, c'est les maladies, cardiovasculaires. Et tout ça, en fait, c'est, en surreprésentation chez les personnes noires. Donc le constat, il existe, hein, dans Mmh. la médecine, contemporaine. Tout le monde sait qu'il y a une très grande prévalence d'hypertension, chez les personnes noires, de maladies cardiovasculaires et de diabète. Bon, ben, une fois qu'on a fait le constat, est-ce qu'on peut chercher les causes, en fait? Mmh. Le problème, c'est que comme on n'a pas justement une approche, systémique, étatique, parce qu'en fait, en France, il y a des personnes, surtout des chercheurs, ou par exemple, le collectif 50-50 le fait aussi. C'est possible de conduire des statistiques ethno-raciales dans une recherche, puisque ce qui est interdit en France, c'est de corréler le nom d'une personne avec ses origines. Mmh. Donc les personnes peuvent compter. Par exemple, on a des idées à peu près des différences de peine, par exemple, que vont recevoir, des prévenus, pour du cannabis, par rapport à leurs origines, parce qu'en fait, c'est possible d'aller au tribunal,
de récupérer sur une période donnée tous les jugements en lien avec le cannabis, et puis de regarder avec le nom des gens, etc., quelles sont leurs origines, voilà, si on trouve des photos, etc. Et donc de se dire, il y a une prévalence de condamnation beaucoup plus forte pour les personnes racisées que pour les personnes blanches pour le même type d'infraction. Donc, il existe des chiffres, c'est possible de les trouver. Mais le problème, c'est que comme ce n'est pas une volonté étatique, comme ce n'est pas quelque chose qui va être corrélé, par exemple, au recensement, je veux dire, on Mmh. pourrait demander aux gens, quand on fait le recensement, de s'auto-décrire, et on n'a pas besoin le recensement, il n'est pas nominatif. Donc, il y aurait des moyens de collecter des informations. Donc, déjà, de savoir, par exemple, quelle est Mmh. la proportion de personnes noires en France, etc. Et une fois qu'on aurait ces chiffres à un niveau national, on pourrait regarder ce qui se passe à un niveau local en termes de soins. C'est-à-dire, quelle est exactement la prévalence de l'hypertension artérielle chez les Noirs par rapport aux Blancs, des fibromes chez les femmes noires par rapport Mmh. aux femmes blanches, etc. Et ensuite, à partir de là, se dire, OK, bah, quelles sont les causes dans les pays qui font ce genre de recherche, donc la Grande-Bretagne, les États-Unis, la question du stress racial, et donc ce que Robert Carter, que je cite dans mon livre, appelle le stress traumatique lié à la race, euh, est prise en compte dans les recherches et est désormais quand même pointée comme une des causes majeures de ces problèmes de santé spécifiques, en particulier l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, en lien avec la surproduction ou la production constante de cortisol, qui est appelée dans le grand public l'hormone du stress. Et donc, du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de me dire, Mmh. tant que c'est même pas un sujet, tant que ça ne fait donc pas l'objet de recherche, et encore une fois, de recherche centralisée, qui permettrait du coup ensuite de mettre en place voilà, des politiques ciblées, en se disant, bah, les personnes noires ont besoin d'être accompagnées de telle façon. Là, on commence enfin à parler de périménopause. Bah, justement, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ils se rendent compte que l'administration de traitements, de thérapie par les hormones pour la périménopause, en Grande-Bretagne, ça concerne 4 à 6% des femmes. Bon, c'est déjà ridicule, mais c'est 1% des femmes noires. Et Mmh. donc, du coup, voilà. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire, quand il y a des protocoles de soins qui pourraient nous bénéficier parce qu'on est plus à risque, en France, on n'est même pas au stade d'avoir encore l'information de est-ce qu'on est plus à risque, Ouais, oui c'est ou ça. non, et donc il n'y a pas de protocole de soins. Donc bien sûr on est pénalisé en termes de suivi de santé. Et après, de l'autre côté, parce qu'il y a une histoire de voilà, expérience contraire à l'éthique, campagne de vaccination forcée, négligence dans les hôpitaux qui mènent à la mort, comme pour Naomi Ossenga, il y a à juste titre une très grande défiance dans les communautés noires vis-à-vis du système de santé, qui fait que quand, par exemple, on pourrait bénéficier de quelque chose comme la campagne de vaccination pour le Covid, bah, bien sûr que les gens ne veulent pas y aller, en fait, Mmh. parce qu'il y a une histoire de... Donc pour moi, c'est important de faire cette généalogie dans le livre, de montrer en fait ce que c'est l'oppression raciale Mmh. biomédicale depuis 2 siècles, tout autour de l'Atlantique noir, parce que bien sûr c'est lié à l'histoire de l'esclavage. Et en fait, il y a des circulations. Très souvent, on va nous reprocher d'importer des théories américaines. C'est pour ça que dans le livre, je parle de J. Marion Sims, parce que J. Marion Sims, c'est le père de la gynécologie moderne, qui en fait a fait toutes ces expériences illégales sur des femmes esclavisées dans le sud des États-Unis, sur qui il Mmh. opérait sans anesthésie, etc. Et puis quand il est devenu un grand ponte à New York, il a ouvert le premier hôpital pour femmes, etc. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été embauché par l'impératrice Eugénie en France, et il s'est ramené en France avec toute sa vision raciste de la gynécologie. Il a donné énormément de conférences, etc. En plus, il était quand même le gynécologue de l'impératrice. Donc en fait, Mmh. euh, il y a eu une très grande circulation, par contre, des idées racistes, des préjugés négrophobes, de perspectives extrêmement dommageables aux communautés noires dans le domaine de la santé. Donc, c'est ça qu'il faut faire exister aussi. C'est Mmh. rappeler ça. Et donc, rappeler que, par exemple, la défiance de nos aînés vis-à-vis du système de santé, c'est pas juste qu'ils sont à l'ancienne ou qu'ils exagéreraient. En fait, non, ils ont entendu des histoires, ils avaient des membres de leur famille qui ont été victimes de campagnes de vaccination forcée, Mmh. etc. Donc, ce travail-là aussi, Toujours l'empoisonnement, on parle aussi,
Notamment du chlordécone, par exemple, aux Antilles, enfin, Exactement. dans tous ces même pareil, le système de santé aux Antilles, enfin, moi, j'aimerais Il a bien ça a retourner en été Guadeloupe, reconstruit mais l'hôpital qui avait brûlé en Guadeloupe, non? pardon? Est-ce qu'il a été reconstruit l'hôpital qui avait brûlé en Guadeloupe en 2017? Je sais pas du tout. Et l'eau qui n'est pas Voilà, potable l'eau, hein. de secteurs dans la Caraïbe, Mmh. le chlordécone et les hôpitaux qui, quand ils sont encore debout, sont sous-staffés. Enfin voilà. Donc, cette question de. C'est pas de la paranoïa en fait. Ouais, c'est ça. De se dire qu'on nous veut du mal, qu'on essaye de nous tuer, de nous empoisonner, etc. Il y a des cas dans le passé et il y a des exemples très concrets dans le présent. Donc, ça aussi, restaurer une confiance dans la médecine au sein des communautés noires, bah pareil, ça demanderait une vraie volonté politique et déjà d'adresser tous les problèmes en cours et tous les scandales du passé. Alors apparemment, on me dit dans le chat que c'est en cours, la reconstruction. Magnifique. Allez, on est quoi là? On est 2026, 9 ans plus tard. Mais bon, au moins ça, au moins ça. Donc non, c'est assez, terrifiant finalement de se rendre compte qu'on on n'a pas du tout accès aux soins et du coup, en fait, on risque, littéralement de mourir, n'importe quand. Enfin, c'est vrai comme tu dis, c'est pas, on n'est pas là pour se plaindre, pour rien, ou on a vraiment peur constamment et le truc de l'hormone du stress, je pense que c'est quelque chose aussi qui mériterait vraiment d'être, surveillé, en fait. Parce que je pense Bien que c'est sûr. vraiment en train de nous tuer à petit feu, en fait, littéralement, quoi. Bah, je pense que c'est vraiment pour ça qu'il faut arriver à développer des compétences propres. Là, il y a à la base, c'est un podcast et maintenant c'est devenu un média. Et puis, elle a développé une école, C'est Tant que je serai noire, qui a été montée par Tipora Sidibé. Oui. Et une des choses qu'elle a mises en place là, mais Moissy aussi avait fait Mmh. ont souvent des formations, des modules de formation, c'est des ateliers d'autodéfense Oui. sanitaire. En fait, d'apprendre à prendre soin de notre santé, Mmh. parce que malheureusement, tant que les institutions ne sont pas là pour nous soigner comme tout le monde, on doit développer des compétences. Et donc moi, je vais intervenir là le 11 avril justement sur la question de la justice reproductive. Ça s'appelle École Savoir Pouvoir, ce qu'a monté Tsipora. Et en fait, je pense que c'est vraiment important aussi de se dire, on lutte pour que les choses changent de façon systémique. Hein. Moi, je suis pas en train de dire que voilà, quand on veut, on peut, mais on a aussi besoin, en attendant que les choses changent pour tout le monde, de nous monter en compétences. Mmh. Donc, de savoir comment est-ce qu'on peut argumenter chez les médecins pour être pris en charge correctement. Nous, on n'a pas d'autre choix que de se renseigner sur justement les maladies auxquelles on pourrait faire face, de demander certains types d'examens, de mettre de l'argent de côté en se disant, moi par exemple, je veux dire, vu que les maladies cardiovasculaires, c'est très présent chez les personnes noires, il y a des examens qui existent, mais qui sont généralement prescrits seulement s'il y a eu des AVC, etc., dans votre famille. Mais en fait, vous pouvez les faire dans le privé. Et c'est des examens qu'on fait normalement aux gens autour de 50 ans. C'est des échographies en fait des carotides. On pouvait faire des échographies des carotides, etc., pour voir si vous avez des plaques d'athérome, donc c'est des plaques de cholestérol, et c'est ce qui peut créer les AVC. Moi, par exemple, j'ai déjà prévu, là j'ai 41, j'ai prévu que je vais faire les échographies quand j'aurai 45 ans et je vais les payer de ma poche. Mmh. Parce que je ne vais pas faire un AVC à 55 ans parce qu'on va me dire: «Ah mais non, madame», j'en ai rien à foutre en fait. Moi, ça va me rassurer. Donc en Mmh. fait, je veux dire, si je m'y prends maintenant, je peux avoir 1 600 boules de côté pour aller le faire dans une clinique privée. Et ça, je veux dire, se dire, voilà, c'est quoi déjà connaître les maladies. Moi, par exemple, je fais très attention à ma tension, justement. Mmh. Je fais régulièrement des prises de sang aussi pour vérifier mon cholestérol, etc. Parce que la question du diabète, elle se pose à partir de la ménopause aussi. Mmh. Le corps change. Donc là, moi, par exemple, j'avais jamais de problème de diabète et de cholestérol. Et ma dernière prise de sang, il y a 6 mois, tout avait explosé. Alors j'étais très stressée, ça monte souvent avec le stress et tout. Mais en fait, connaître son corps, savoir ce qu'il faut guetter, et pas se retrouver voilà, le bec dans l'eau à 50, 55 ans avec des artères d'une personne qui en a 75, même si on fait du sport, même si on mange correctement, etc.
Si on est plus à risque, on est plus à risque, donc Mmh. il faut se surveiller et tant que ce ne sont pas les institutions qui nous proposent, un suivi de santé plus complet parce qu'on est noir, bah, c'est à nous de le prendre en charge. Mmh. Quand on peut bien sûr, hein, j'insiste, Ouais. ça ne devrait pas être d'accord, mais les choses sont comme elles sont, donc faut s'organiser. Tout à fait. Et non, c'était intéressant. Qu'est-ce que j'allais dire? Que je voulais revenir sur un truc par rapport à ça, j'ai oublié. Faut vraiment que je prenne des notes. Hem, mais oui, enfin, moi, je sais que j'ai un peu délaissé ma santé, donc ça tombe bien, que tu me dises ça parce que je pense qu'il va falloir que je refasse un peu d'examen. Mais c'est vrai que bon, après, il y a aussi beaucoup de craintes. Moi, j'ai eu beaucoup des violences, à l'hôpital et tout ça, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais ça reste, important de le faire, quand Oui on et peut. par exemple, une stratégie, c'est d'aller avec quelqu'un. Ouais, mais la personne ne peut pas venir dans la salle, tu vois? Oui, mais je veux dire, bah, du coup, tu vas dans des collectifs et tu trouves des camarades avec qui tu vas. Tu vois ce que Ouais, je non, veux mais dire? moi, j'ai déjà été accompagnée, ça, c'est pas le souci, trouver quelqu'un pour y aller, mais ouais, c'est plus les examens eux-mêmes, des fois, tu vois? Ils sont un Ouais, je sais. peu Et en fait, moi, j'avais découvert ça avec un gars. Bon, de toute façon, si tu tombes mal, tu tombes mal, hein, il y a aussi ouais. ça, des fois, faut juste changer de médecin, mais ça aussi, tu vois, par exemple, pour moi, c'est vraiment se dire: «Pareil, on va pas tomber sur la bonne personne d'entrée de jeu». Donc moi, en fait, j'ai passé des années à trouver mes spécialistes de santé et dès que je sens pas la vibe et ben, je change. Mmh. C'est quand même le bon côté d'être en France. Je veux dire, il y a Doctolib, tu peux faire le tour de tous les généralistes. Enfin, je veux dire, il y a Ah, Gynéco. généraliste, ça va, mais après, les spécialistes, des fois, c'est un peu compliqué, en vrai. Ah non, bien sûr. Mais ce Ouais. que je veux dire, c'est se dire que je vais peut-être pas trouver la bonne personne, je Oui, vais bien sûr. persévérer et que tu peux partir direct. Moi C'est aussi, je comme suis dans le demander des deuxièmes avis, les gens ne pensent pas forcément, mais ça aussi, c'est un truc qu'on peut faire aussi, parce que des fois, on demande un avis. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé la première fois où je devais être, diagnostiquée de l'endométriose et on m'a dit: «Non, vous avez rien». Puis la 2e avis, «Ah bah, vous êtes bien atteinte, hein». Donc c'est quand c'est même ça, important. c'est ça. Et juste de se dire, voilà, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place. Après, ben, voilà, le système, c'est le système et on peut pas toujours, y échapper. Mais ne serait-ce que déjà partir du principe, que puisqu'on n'est pas, pris en charge correctement, on a vraiment un rôle à jouer, à être nos propres, voilà, avocates, et de se dire: «Voilà, ça c'est ma stratégie. Quand j'y vais, je présente mes symptômes comme ça. Ils ont pas beaucoup de temps. C'est des personnes, qui, respectent d'une certaine façon la compétence, mais il faut pas non plus trop avoir l'air d'avoir, cherché ses symptômes sur Google». Voilà, juste d'avoir un truc de se dire: «C'est un plan stratégique. Moi, je veux rester en vie, donc j'aimerais que ça se passe différemment». Mmh. Mais encore une fois, je pense que, en tout cas, moi, je sais que j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie dans ma vie à souhaiter être accueillie par des instances qui sont pas faites pour moi, en fait. Mmh. Et du coup, je pense qu'y aller en se disant: «OK, c'est pas pour moi, mais comment est-ce que je peux être prise en charge le mieux possible pour moi?» C'est beaucoup on a moins de chances d'être heurté qu'en se disant: «Oh, je vais chez le médecin qui va prendre soin de ma santé» et puis là, on se prend une énorme Mmh, mmh grue. mh. Notamment quand on est neuroatypique. Exactement. Hem On ne peut et pas deviner parce qu'on est noir. c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Mais justement, comme tu parlais d'autodéfense sanitaire, je voulais revenir là-dessus, parce que j'ai trouvé ça aussi intéressant, hem, dans le livre quand tu disais que, notamment par rapport aux personnes handicapées, tu avais pas forcément avant, bah, de connaissances sur le sujet. Enfin, moi, ça a été mon cas aussi, bien que ma petite sœur soit handicapée et que moi-même je suis handicapée. Donc ça a pris du temps et tout ça, mais c'est vrai que ça c'est souvent une lutte qui est un peu oubliée et je trouvais ça vraiment bien que tu l'abordes, notamment quand tu parlais de je sais plus comment ça s'appelle, mais je sais qu'elle vient faire qu'elle vient, intervenir, notamment chez Moissy, pour la LSF. Ah, Hem, Eve Caristan. voilà, Eve et du coup, bah, je trouvais ça intéressant parce qu'effectivement, c'est pas vraiment pensé dans les luttes, notamment aussi pareil pour l'autodéfense sanitaire pour, les ports de masques. Ça, c'est vraiment un truc qui est pas fait en général, enfin, c'est assez compliqué, je trouve, encore aujourd'hui. Alors que, bah, en fait, ça protège aussi, bah, les personnes, les plus à risque aussi, quoi. Donc heu, donc ça, c'est important et je trouve qu'il y a pas beaucoup d'informations, à ce sujet alors que
Bah, ça reste quand même, compliqué aujourd'hui, quoi. Oui, bah, c'est sûr que, bon après voilà, moi, je suis, une personne, valide. Après j'ai des potes, qui, c'est les tes amis aneuroatypiques ont toujours des avis. Donc moi j'ai un crew de potes noirs sur le spectre qui veulent que j'aille me faire tester, mais je sais pas si j'ai le temps. Puis je me dis: «Bon, à ce stade», je me dis: «C'est foutu pour foutu, j'ai 41 ans, j'ai vécu comme ça jusqu'à maintenant. Bon, finalement, voilà, j'ai mis en place mes stratégies, ça a l'air quand même vraiment compliqué, le parcours, donc bon, bref. Mais on va dire donc que je suis valide à ce jour, selon les informations que que je détiens. Mais quand même, je pense qu'on a un rôle à jouer aussi, c'est toujours la même chose. Même quand on est du côté des personnes privilégiées, sur un sujet donné, Mmh. ça ne veut pas dire, qu'on ne peut pas faire notre part. Et je pense que sur la question du validisme, moi, c'est ce que j'ai essayé de montrer, dans le livre. Bien sûr qu'on a toujours des angles morts. À moi, en fait, c'était pas mon expérience, donc je me pose pas la question de l'accès de mes événements, que ce soit aux personnes à mobilité réduite, ou que ce soit pour les personnes sourdes et malentendantes, quand je commence à faire des événements autour d'Ouvrir la voie. Et quand je me fais interpeller sur les réseaux sociaux sur le sujet en 2015, bah, bien sûr que ça me plaît pas au début. Je veux dire, tout le monde a un ego, tout le monde veut être une bonne militante, moi je suis comme tout le monde, donc bien sûr qu'au départ ça me fait pas plaisir. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait de notre ego en fait? Mmh. Bah, c'est le moment dans ta tête où tu te dis, et par ailleurs, c'est aussi vrai, c'est-à-dire que le problème, c'est encore l'État. Ça devrait pas être aux individus de pallier au manquement de l'État. Je veux dire, on devrait vivre dans une société accessible en fait. Bah, de base, Heu oui. Pourquoi est-ce que j'ai jamais été à l'école avec des enfants handicapés? Moi, par exemple, mon conjoint, il est italien. Lui, il a fait toute sa scolarité avec des personnes en fauteuil, avec des personnes qui étaient atteintes de trisomie, avec des personnes qui étaient sourdes et malentendantes, parce qu'en fait, le système, il était construit comme ça. Tout le monde était dans les mêmes Mmh. classes. C'est possible. Je veux dire, c'est arrivé, on a 15 ans d'écart, mais en tout cas, c'était comme ça en Italie dans les années 70. Donc, en fait, il y a eu des phases où la société était aussi, en tout cas, et des pays où la société était beaucoup plus mixte et sur plein de types de handicap. Ok. Donc, il y a un manquement des institutions, de l'État, etc. Ceci étant dit, encore une fois, qu'est-ce que nous, on peut faire? Et donc, passer le moment où moi, je dis, ouais, mais c'est pas juste, j'organise des événements avec mon argent, dans des bars, pour faire connaître mon film que j'ai autofinancé et tout. Et bien sûr que c'est passé dans ma tête quand j'ai vu le message sur Twitter. Je me suis dit, c'est pas juste, pourquoi est-ce que c'est toujours aux femmes noires qu'on demande de faire l'effort? Mais par passer ce moment-là, je me dis, ouais, mais c'est exactement ce que font les femmes blanches quand on leur dit un truc, c'est de dire, ah oui, mais bon, nous, on est des femmes, on est opprimées déjà, etc. Donc, j'ai juste répondu, bah désolé, j'y avais pas pensé, je vais voir ce que je peux faire. Et en fait, le bar, ils ont trouvé une rampe. Et puis, du coup, après, on a mis les sous-titres sourds et malentendants sur Ouvrir la voie en se disant, bah allez, c'était plus d'argent, du coup. Ah, je ne t'entends plus. Non, ça a coupé. Je n'entends plus Amandine. C'est moi ou non, le stream, il fonctionne, hein? Ah, donc Amandine a eu un petit souci. Je sais pas si, ah, Bon, je sais pas, ça a coupé. ouais, tu as eu un petit bug, j'ai l'impression. Bah ouais, mais c'est bizarre parce que je regarde, j'ai du réseau. Bon, bah, on va espérer que ça reste. Alors, je sais pas où ça a coupé, du coup. Ah, tu disais c'est bien parce que comme je mets les sous-titres, justement, je peux voir ce que tu disais juste Ah avant, bah, c'est pratique et c'est ça, hein, l'accessibilité, c'est bien pour tout le monde, finalement. Hem, Tu parlais justement de quand, tu avais mis les sous-titres, pour, oui, par exemple, Ouvrir la moi, voie, par exemple, c'est ça. En fait, je m'étais dit: «Mais en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens regardent les films et les séries en VO avec des sous-titres. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tout le temps les sous-titres au cinéma? Pourquoi est-ce que les personnes sourdes et malentendantes, elles doivent attendre la séance où Mmh. il y aura des sous-titres?» Pareil, si tu veux faire de la mixité sociale, si tu veux faire du vivre ensemble, bah, tu mets des sous-titres tout le temps. Je veux dire, ça va pas nous gâcher le film qu'il y ait des sous-titres et en fait, tout le monde peut venir voir le film. Et donc du coup, bah, j'avais réussi à négocier avec une salle de cinéma à Paris que toutes les séances étaient avec les sous-titres sourds et malentendants. Comme ça, au moins, les gens pouvaient venir voir le film n'importe quand, s'ils avaient besoin des sous-titres.
Et puis comme du coup, j'avais fait des projections où il y avait les sous-titres et que Eve était venue, par hasard, elle m'a dit: «Bah, vas-y, tu as déjà les sous-titres, je te fais de l'interprétation, LSF, gratuit parce que comme ça, des personnes noires, pourront venir voir Ouvrir la voie». Noires et sourdes, heu et donc du coup, pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est de se dire, même à un niveau micro, en fait, Mmh. on peut participer à cette mixité et après on peut aussi faire des choses comme, voilà, quand on est un peu plus visible, mettre sa participation en balance. Moi, par exemple, maintenant, j'ai un très gros rider sur lequel j'explique, ce que serait, l'accessibilité parfaite pour les événements auxquels je participe et tout et une chose que je refuse de faire désormais, c'est que si un événement est financé par de l'argent public, que c'est une grosse institution, bah, en fait, si c'est pas accessible, j'y vais pas. Mmh. Parce qu'en fait, c'est pas normal et à un moment Ouais. donné, il faut que nous, les valides, on dise: «Bah, en fait, non, on veut être dans une société où on est mélangé, donc du coup, bah, ça, c'est mes conditions» et souvent, au tout début, là, quand j'envoyais mon rider et tout, ça ça gueulait vachement dans les petits lieux et tout. Les gens me disaient: «Ouais, mais nous, on n'a pas d'argent, et cetera. Nous, notre librairie, on peut pas installer la rampe et tout» et je disais: «OK, mais en fait, déjà, est-ce qu'on peut juste avoir une conversation sur le fait que c'est pas Mmh. accessible?» Et même juste mettre sur l'événement, par exemple, moi je demande que ce soit inscrit sur l'événement si c'est pas accessible. Mmh. Parce qu'en fait, j'ai découvert ça avec des potes handicapés qui me disaient, voilà, je suis pas dans les autres villes, mais à Paris, tu dois commander ton taxi la veille. Donc en fait, tu vas pas te pointer spontanément Mmh. à une conférence dans l'espoir de rentrer. Parce qu'en fait, il faut que tu saches si c'est accessible ou pas en amont. Bah oui. Donc en fait, quand c'est pas accessible, faut le dire aussi. Mmh. Voilà. Et c'est des petites choses, mais si nous, on mettait ça en pratique systématiquement, dans les milieux militants, dans les milieux, culturels et cetera, bah, peut-être que ça essaimerait un peu plus de façon plus structurelle. Après, c'est pour ça que j'essaie tout le temps de faire les nuances. Bien sûr qu'une petite librairie où la libraire, fait 1 000 € par mois, de salaire, elle peut pas en faire l'investissement, pour la rampe et cetera. Il s'agit pas de mettre les gens, mettre la corde au cou à des individus qui sont déjà précaires. Mmh. Mais il s'agit de pas, que ce soit pas un impensé et que Oui, ce c'est soit ça. pas, quelque chose, qu'on n'a même pas essayé un minimum de changer, quoi. Donc comme tu dis, dans ce cas, préciser que c'est pas accessible, quoi. C'est ça. J'avais aussi un point, qui m'a beaucoup parlé, le passage sur le fait que les personnes racisées, en particulier les femmes noires, comme d'habitude, sont des personnes ressources dont tout le monde ignore les besoins et la fragilité. Ça, cette phrase, elle m'a vraiment marquée. Est-ce que ça a été quelque chose qui t'a aussi beaucoup épuisé psychologiquement, physiquement? Oui, oui, beaucoup et puis, je dirais que ça m'épuise moins maintenant, mais en fait, ça m'a tellement fatiguée dans la vie que quand je vois des gens qui essayent de faire ça, c'est un méga trigger pour moi, bah, justement les meufs Ouais. blanches qui se déposent dans la plainte là, alors qu'elles ont pas de problème. J'ai vraiment du mal. Hem Et oui, bah, moi, j'ai grandi dans un monde, voilà, complètement blanc, quasiment, et où du coup, effectivement, dès l'enfance, j'ai été la personne à qui les gens racontent tous leurs problèmes et cetera. Bon, alors d'un côté, c'est devenu une partie de mon travail, hein. Je pense que si le documentaire et si je suis forte dans la récolte de récits de vie, c'est parce que je fais ça depuis très longtemps. Donc, ça n'a pas eu que des que des aspects négatifs. Mais c'est quand même un problème. Déjà parce qu'en fait, j'étais Mmh. une enfant, donc il y a énormément de choses que j'aurais pas dû entendre, pour commencer. Mmh. Hem, que j'avais pas du tout l'espace de processer. J'avais moi-même une vie très compliquée et cetera. Et puis c'est vraiment, ce qui est déshumanisant là-dedans, c'est l'absence de réciprocité. Mmh. C'est-à-dire que moi, bien sûr que je suis ravie quand j'ai l'espace de pouvoir accueillir, ce que des amis ou même des inconnus peuvent avoir à déposer. Mais quand j'ai l'espace, le problème c'est l'infraction, le problème c'est Mmh. l'intrusion. On me demande jamais si j'ai l'espace. Mmh. On me demande pas si j'ai le temps ou j'ai l'énergie. Les personnes partent du principe que je suis là pour ça et ça, c'est un problème. Là, j'ai même dû dire, par exemple, quand je fais des rencontres en librairie maintenant, je fais dire par les libraires que le temps de dédicace n'est pas un moment de trauma dump. Parce qu'en fait, Mmh. à un moment donné, j'avais de la méga anxiété d'intervenir en public parce que les gens arrivent et me dumpent, tous les traumas de leur vie, pendant les 45 secondes où je suis en train de signer leur livre. Moi, en Mmh. fait, je peux rien faire. J'ai pas C'est pas du tout la même chose, je sais pas, vous parlez avec quelqu'un que vous connaissez, qui se livre,
vous êtes dans un moment d'échange entre êtres humains, mais en fait, là, c'est juste, je suis un réceptacle à trauma et en Mmh. fait, c'est pas mon travail. Et quand on me fait trop ça et que j'enchaîne les dates, et cetera, bah, après, je dors plus, je me sens méga mal, et cetera. Donc voilà, ça, c'est une limite que j'ai appris à mettre en disant: «Ben non, déjà, je le fais dans mon travail». C'est quelque chose, ouvrir la voie, j'ai rencontré 45 femmes noires, on en a Mmh. enregistré 24, c'est des entretiens qui durent entre 2 et 4 heures. Une histoire à soi, j'ai rencontré 93 adoptés à l'international, c'est des communautés où les gens vont pas très bien. J'ai enregistré 42 On a enregistré 42 personnes pour une histoire à soi. Pareil, des entretiens de 2-3 heures où les gens, c'est des récits de vie. Donc on a tout. On a les coups, à l'arrivée dans la famille adoptante, on a les violences sexuelles, on a, hem, tous les traumas possibles et inimaginables. Moi, je travaille avec mon conjoint, Enrico Bartolucci, qui est à la caméra, au son et au montage sur nos projets. Je veux dire, sur une histoire à soi, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'après un entretien avec quelqu'un, on passe 2 heures en terrasse, les yeux dans le vide, à se descendre une bouteille parce qu'en fait, Mmh. voilà, il y a un concept, c'est l'écoute traumatique et il y a quelque chose de ça, en fait, quand vous faites du documentaire, c'est pas comme quand vous êtes petit. Vous pouvez pas être à distance. Les gens vous racontent un truc et ils vous racontent parce que vous êtes là avec eux, en fait. Mmh. Mais si vous êtes là avec eux, bah, vous êtes là avec eux et du coup, quand c'est fini, eh ben, vous avez juste, traversé, 25 ans, 30 ans, d'une vie avec, des violences monumentales. Plus ton Heu histoire à toi, en fait, et tes propres traumas, en plus, qui peuvent et résonner aussi, quoi. Et donc ça, c'est très coûteux déjà. Et du coup, quand moi j'ai déjà fait ça, bah, pour aussi, voilà, pour un goût artistique et puis parce que j'y crois politiquement, mais ça me coûte. Mmh. Donc quand je fais la promo de ces œuvres-là, j'ai pas envie que les gens arrivent et me dumpent des trucs horribles en fait. Et j'ai plus l'espace en fait, je Mmh. l'ai pas. Donc c'est vrai que maintenant, par exemple, moi, et je demande aussi, quand je dois raconter un truc compliqué, je dis aux gens, voilà, Mmh. est-ce que tu as l'espace pour un truc un peu chaud, sinon on parle d'autre chose. Et j'attends qu'on me demande aussi maintenant. Et si on ne me demande pas, je vais dire non, je peux pas là. Mmh. Là, je peux pas, ou je vais faire ce que je fais dans les librairies. Donc oui, oui, non, ça m'a énormément coûté aussi parce que j'ai été dans beaucoup de collectifs. Oui. Donc quand j'ai commencé dans les collectifs très blancs en plus, alors là c'était vraiment toute une épopée. Et aussi parce que souvent les gens viennent dans les collectifs d'abord suite à une violence vécue de quelque type. Il y a très peu de gens qui s'engagent dans des collectifs juste, surtout les collectifs féministes, Mmh. queer, racisés. C'est rarement juste parce qu'on croit à la cause, c'est aussi parce qu'on est blessé. C'est aussi parce que c'est un moyen de se réparer, de venir prendre des ressources aussi intellectuelles, etc. Mais du coup, dans ces dynamiques-là, les personnes qui sont perçues comme les plus solides, que ce soit parce que l'âge, moi, voilà, j'ai une forme euh, de présentation de moi qui fait que les gens projettent beaucoup de force, et puis ce sont des vases communicants. On se met à incarner le stéréotype. À force qu'on nous dise que les femmes noires sont fortes, on Ouais. finit par se dire qu'on est forte, même si on est forte de rien du tout, et que ça finit par nous, par nous rattraper à un moment ou à un autre. Et donc, je pense que l'expérience des collectifs, pour moi, elle a aussi été voilà, à double tranchant. J'ai Mmh. énormément appris et ça m'a fait énormément de bien d'être avec des gens qui étaient comme moi. Enfin, surtout, voilà, les collectifs en non-mixité, c'est un moment où on gagne tellement de temps, où d'un coup, on est légitime dans tout ce qu'on ressent parce que c'est pas arrivé qu'à nous. Voilà, c'est des moments de ma vie que je suis ravie d'avoir vécu. Et ça a aussi été des moments très durs parce qu'on se Mmh. retrouve entre personnes blessées et souvent il n'y a pas de cadre. En tout cas, il n'y a pas un cadre émotionnel, psychique qui a été posé. Le cadre, c'est la lutte. Mais c'est un enjeu aussi, maintenant, qui est aussi beaucoup plus discuté, hein, la souffrance militante. Voilà, moi, dans le livre, j'ai introduit aussi le concept de violence latérale. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est au croisement, à l'intersection de plusieurs systèmes d'oppression, et donc qu'on est des personnes qui reçoivent la violence systémique, hégémonique, mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Parce qu'en fait, cette violence, elle ne va pas nulle part. Mmh. Et donc, on revient au début de la discussion, c'est la violence contre les enfants, c'est la violence contre les femmes de la part des hommes, et ça peut être aussi la violence entre femmes, minorités de genre, Mmh. etc. Euh, quand l'espace nous en est donné. Et c'est aussi ça, les collectifs. C'est de recréer des mini-sociétés où Ouais. peuvent se rejouer tous les rapports de pouvoir du monde extérieur. Et donc ça, si on n'y a pas pensé en amont, si on n'a pas des processus en place pour limiter la violence, elle va se perpétuer. Ouais. Donc, Même oui, d'éducation dessus, quoi, tout simplement, parce que je pense que les gens s'en rendent juste pas compte aussi.
Ah oui, bien sûr. Mais en fait, je pense que ne pas s'en rendre compte, c'est justement cette espèce de trope qui existe, que c'est toujours plus facile de se penser, Mmh. du côté de l'opprimé que du côté de l'oppresseur. C'est pour ça que moi je mets la domination adulte au centre. Mmh mh. C'est pour rappeler à tout le monde qu'en fait, il y aura toujours un moment dans notre vie, on va devenir des oppresseurs parce qu'on n'est plus des enfants. Et donc du coup, se penser unilatéralement comme, victime ou opprimé, c'est ça le premier danger. C'est le premier danger parce qu'en fait, il y a toujours des axes où on peut dominer quelqu'un. Ça va être la Totalement. classe, ça va être le genre, ça va être l'âge, juste l'expérience aussi, et cetera. Mmh mh. Donc ne pas admettre ça, moi, par exemple, c'est mon plus gros red flag. Les gens qui arrivent et Mmh. qui se présentent unilatéralement comme des opprimés, ou des victimes, qui est un terme que je trouve qu'il faut, réhabiliter. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, dans les agressions sexuelles, et cetera, il y a le terme survivante qui est très bien, de centrer sur la résilience ou la capacité à passer à autre chose. Mais en fait, moi, je pense qu'il faut garder le terme victime parce que s'il y a une victime, il y a un coupable, il y a un agresseur, il y a un incesteur, il y a une personne qui vous a fait violence. Donc, vous n'êtes pas juste une survivante. Parce que survivante, ça fait disparaître Mmh. cette dynamique-là. Mmh. Vous avez dû survivre à une agression, Bah, ça vous va êtes avec donc le concept de résilience de toute façon qui est beaucoup, en injonction à chaque fois, à toujours, exactement. aller Pour ça, là, je l'ai mieux, dit, mais j'aurais pas dû parce que voilà, mais pour moi, on est victime et survivante, mais on n'est pas juste survivante. On est victime de quelqu'un, ou d'un système. Mais à l'inverse, refuser de pouvoir à son tour perpétuer de la violence, ou prétendre que parce qu'on est victime, on ne pourrait jamais être oppresseur, ça c'est un vrai problème. Et Mmh mh. c'était le problème de la personne qui a dû être sortie au festival 160 000 enfants, qui était une victime de violences sexuelles dans l'enfance. Mais en fait, ça te donne pas le droit d'agresser les femmes noires. Ouais, ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est pas mon trauma me permet de ne pas me remettre en question, et de répercuter la violence d'une autre façon sur d'autres groupes. C'est mon trauma, bah, je dois travailler dessus, et je dois réaliser ce qui me rend potentiellement violente. Moi, je veux dire, c'est une des grandes hantise de ma vie, ce serait de ne pas arriver à gérer ce qu'il y a de violence en moi. Mais je Mmh suis mh. pas là en train de me dire que moi, comme je suis une femme noire, queer, bah, alors là, c'est sûr que je ne pourrais jamais opprimer personne. Bah, moi, je me dis le contraire. Je me dis, ça va sortir par où? Je suis Ça va être super, quoi? je trouve ça super que tu le dises parce qu'il y a pas beaucoup de gens, je pense, qui qui veulent admettre ça, mais ouais, c'est super important de réaliser, pas tout le temps d'être en vigilance quoi, de faire attention aussi quoi. Bien sûr. Et aussi parce que moi, je veux dire, j'aime pas les gens qui se déversent sur moi. Ce que je dis Mmh. souvent, c'est comme, tu vois, certaines générations qui vont dire: «Bah, nous, on n'a pas besoin de thérapie». Bah, du coup, nous, on a besoin de thérapie, en fait. Tu vois? C'est parce que tu t'es pas soigné que nous, on doit se soigner. Tu sais, c'est pas il y a pas de magie. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui travaillent pas sur elles-mêmes, qui se disent pas: «Je dois me surveiller, je dois me gérer», bah, en fait, c'est nous qui les gérons. En Mmh. fait, c'est nous qui payons le prix des personnes qui font pas l'effort de se dire: «Je vis en communauté, donc en fait, qu'est-ce que je peux faire pour, me prendre en charge?» Donc pour moi, l'enjeu, c'est ça. Moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui se dépose sur des gens. Tu sais, sur des trucs même à la con. Une fois, j'allais méga mal. C'était le 31 décembre. Je me rappelle, je sais plus quelle année c'était. Et en fait, nous, on était, comme on vit à Saint-Denis, notre société, elle était au greffe de Bobigny. Et le greffe de Bobigny, ils font des saloperies. Et le truc qu'ils avaient fait cette année-là, c'est qu'en fait, ils t'envoient un courrier qui te dit que ta boîte, elle est radiée, euh, que ta boîte, elle n'existe plus parce qu'ils t'ont envoyé des courriers et que tu n'as pas répondu pour un truc OK. administratif. En fait, il n'y a pas moyen de prouver qu'ils t'ont envoyé ou pas les courriers, tu vois. Ils t'envoient juste... En fait, et du coup, le 31 décembre, on reçoit ce courrier qui nous dit que la boîte, elle est radiée. Et moi, j'allais déjà pas bien et ça m'a genre Mmh. plombé. Donc, il nous restait genre 4 heures pour courir au greffe de Bobigny, pour payer un truc et tout. Donc, dans le T1, voilà, les gens qui connaissent le T1, bon, bref, donc, l'enfer sur Terre, alors que ça allait être le réveillon et tout. Donc là, on prend le T1 et moi, j'étais vraiment, on sait même pas, j'allais tellement pas bien en fait, on s'est assis dans des sièges séparés avec Enrico et moi, j'étais avec ma musique comme ça Mmh. et j'étais vraiment dans mon truc, genre, je peux pas gérer. Et là, il y a une petite fille, tu vois, c'était une petite fille, je sais pas de quel pays, mais elle parlait arabe, tu vois, qui a genre 3 ans et elle était avec son petit frère qui avait genre 1 an et demi dans une poussette, tu vois. Et d'abord, tu vois, elle jouait avec, elle parlait avec lui et tout, c'était grave mimes, tu vois. Mais j'arrivais même pas tu vois, à trouver ça cute. Et à un moment donné, elle vient et en fait, elle parlait pas français et elle commence à me tchatcher.
moi, j'étais en mode genre, j'avais pas la foi et tout. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Mais tu as vraiment envie d'être la connasse qui va apprendre à une petite fille que quand les adultes, ils vont mal, ils s'en prennent aux enfants, quoi?» Et tu vois? Et du coup, je me suis dit: «Bon, vas-y» et tout. Et donc du coup, j'ai commencé à lui parler, je voilà. Et en fait, elle m'a grave fait gaulerie. Et en fait, le temps que j'arrive, au tribunal là, enfin, au greffe de Bobigny, je me suis dit: «Tu sais quoi?» En fait, elle m'avait tellement redonné, tu vois, de l'énergie et foi en l'humanité. Je me dis: «Vas-y, qu'est-ce qu'on s'en fout du greffe de Bobigny et tout?» Puis et en fait, elle m'a sauvé mon 31 décembre, tu vois? Mmh. Mais je veux dire, le truc initial, c'était de me dire: «Tu veux pas être cette personne». Mais j'ai vraiment dû me sortir de moi parce que j'étais au fin fond et j'avais pas envie. Et en fait, du coup, pour moi, c'est vraiment ça. Je donne cet exemple parce que ça va être des tout petits trucs. Mais genre, Oui. tu passes pas tes nerfs sur quelqu'un. Tu as même Mmh. pas besoin de crier. Mmh Et mh, je veux mmh. dire, il y a une enfant qui a envie d'interagir, elle est trop contente et tout. Je vais pas lui mettre un gros vent parce que moi, je vais mal, en fait. Et en fait, à la fin, en plus, parce que je lui ai pas mis un gros vent, finalement, après, je vais mieux. Mmh. Totalement. Et j'avais une autre question, c'était un petit peu en lien, aussi, avec, tout à l'heure, quand tu parlais du fait qu'on soit sollicité, enfin, le fait d'être personne ressource. Tu parlais d'extractivisme. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est et comment les femmes noires sont constamment sollicitées, gratuitement? Et comment nous demande de faire, constamment de la pédagogie sur le racisme? Ou juste on nous plagie aussi, hein. Oui, L'extractivisme, aussi! c'est aussi le plagiat pur et simple, sans même rien nous demander. Donc il y a ça. Oui, bah, à la base, donc l'extractivisme, ça a été d'abord, théorisé dans une perspective, écologiste, décoloniale, vraiment pour, parler de, bah, l'extraction des ressources, principalement, en Amérique latine, au Brésil et cetera. Donc tout ce qui est déforestation, extraction de minerais, bon, ça peut être aussi, hein, le cobalt au Congo et cetera et tout. Hem pour bénéficier aux puissances occidentales. Parce qu'en fait, souvent, ces grandes compagnies minières, forestières, et cetera, c'est des intérêts occidentaux. Donc, c'est la destruction de l'écosystème de certaines zones du monde qui est rendue possible grâce à l'histoire coloniale qui fait que ces exploitations minières forestières sont en place depuis des siècles. Et donc, c'est l'accaparement des ressources des pays du Sud, on va dire donc d'abord de ressources naturelles des pays du Sud, au profit économique et au profit des sociétés occidentales et de leur confort. Et cette notion d'extractivisme, on va dire, concret, euh, dans le champ de l'écologie et de l'économie, a été ensuite repris dans les champs académiques et artistiques. Mmh. Puisqu'en fait, il y a aussi un extractivisme très puissant à l'œuvre en ce qui concerne, et en particulier d'ailleurs les cultures noires. Alors, bon, il y a régulièrement des scandales. Il y avait le clip d'Iseult plagié Ouais. par le groupe de K-pop. Il y a récemment, j'ai oublié son nom, je suis désolée, une chercheuse afro-latina qui avait écrit La culture du féminicide et en fait, et qui a donc récemment outé Yvan Jablonka pour l'avoir plagié. Enfin, c'est récurrent, c'est constant en fait. Le fait de donc soit vouloir utiliser gratuitement le travail bon, des femmes racisées, mais quand même des femmes noires en particulier, Mmh. euh, soit au nom de la cause, soit parce qu'en fait le paternalisme ou le maternalisme font qu'on devrait nous être contents d'être payés en visibilité ou juste être contente d'avoir été invité à la table, soit effectivement l'accaparement de nos créations. On voit beaucoup dans les arts. Hein, les cultures noires sont très populaires, Mmh. mais les personnes noires le sont nettement moins, et surtout sont nettement moins en mesure de capitaliser, puisque tout ça est lié au capitalisme. L'enjeu, c'est l'extractivisme, c'est vraiment aussi de prendre des ressources pour les déplacer à un autre endroit et capitaliser dessus. Et Mmh. donc, l'idée, c'est, voilà, tous ces artistes. Bon, il y a eu des gros débats sur le bouillon, par exemple, Mmh. euh, mais il y a énormément de genres musicaux. Je pense aussi beaucoup à des chanteuses soul dont les voix ont été utilisées dans la house music euh, sans qu'on leur demande leur consentement. Il y Mmh. avait eu comment elle s'appelle Sister Nancy, la chanteuse de Bam Bam, Mmh. qui a mis des années à récupérer
les droits d'auteur sur son morceau alors qu'en fait le truc a été samplé par la terre entière. Voilà, donc il y a vraiment cette question et qu'on retrouve aussi beaucoup dans le monde académique d'accaparement de nos idées et de capitalisation sur ces idées quand généralement, lorsqu'elles sont portées par nous, elles vont au contraire pénaliser nos carrières. C'est-à-dire que vous êtes une femme noire qui veut travailler sur l'afroféminisme, les questions noires en France, etc. On va vous expliquer que vous n'êtes pas légitime, que vous êtes trop radical, que vous n'êtes pas objective, etc. Un homme blanc se pointe, vous vole votre thèse et la publie, et soudain, c'est fantastique, c'est très intéressant, et ça lance sa carrière. Et vous, vous n'avez pas de CDI, vous n'êtes pas en poste dans une université, et vous ne publiez pas dans des maisons d'édition connues. Donc l'enjeu, il est aussi vraiment là, et c'est pour ça que dans le livre, c'est dans le chapitre sur le travail, et je rappelle l'histoire aussi de l'afroféminisme matérialiste occidental en rappelant que dès 1949, Claudia Jones parlait de la surexploitation des femmes noires, donc vraiment en employant un concept marxiste et en montrant comment les femmes noires sont moins payées que tout le monde ou plus exploitées que tout le monde dans le régime capitaliste, donc sur des axes de race, de genre et de classe. Et que donc l'extractivisme, c'est aussi ça. Par exemple, aujourd'hui encore en France, les femmes noires en CDI dans des rédactions journalistiques sont très peu nombreuses. Par contre, elles sont très utilisées pour les piges, etc., pour la viralité de leurs articles. Ça, c'est intéressant, ou de mettre des femmes noires Ouais. pour les articles en ligne, parce que ça crée du clic. Mais Mmh. par contre, on leur donne pas de CDI. Donc en fait, toute la question de pérenniser les carrières des gens, de leur permettre d'avoir une stabilité économique, et c'est la même chose par exemple dans le cinéma, qui est un domaine dans lequel je suis, ou même dans l'édition. Si Mmh. quelqu'un peut me citer une femme noire avec une position, alors j'ai envie de dire déjà qui a un CDI dans une maison d'édition, déjà, mais qui, si elle a un CDI, est en position décisionnaire ou avec un minimum de pouvoir dans une maison d'édition en France. Et pareil dans les boîtes de production. Il y a très peu de boîtes de production détenues par des personnes noires, encore moins par des femmes noires. Et si on regarde par exemple chez les diffuseurs, il y a très peu de personnes noires qui sont à des postes décisionnels, voilà, à France Télévisions. Parce qu'il y a des personnes noires hein, dans ces chaînes. Dans toutes les chaînes, il y a des personnes noires, mais elles sont toujours à des postes subalternes en fait. Elles n'ont Ouais. pas de pouvoir Bah, moi, dans la décisionnaire. bijouterie, je j'ai le même constat, sachant qu'en plus, bon, c'est quand même assez hypocrite, sachant que il y a beaucoup d'or notamment, enfin, toutes les ressources viennent, en général, des pays, colonisés, donc c'est vrai que c'est un petit peu rageant de voir ça. Et bah, moi, par exemple, juste pour donner l'exemple, on m'a déjà prise pour la femme de ménage, alors que je disais: «Bah, non, je suis bijoutière, je travaille là, en fait». Donc c'est vrai que c'est un petit peu, voilà. Mais oui, et puis là, récemment, comme je suis végane aussi, j'ai aussi fait, il y a Camille qui est dans le le chat aussi qui connaît l'histoire, mais on m'a aussi demandé, il y a pas longtemps d'intervenir, et avant je demandais pas, d'ailleurs j'étais déjà intervenue une première fois, gratuitement, et j'avais pas du tout posé la question de l'argent, mais étant extrêmement précaire, je me suis permise de en fait, on a eu la discussion, on m'a dit: «Ouais, ça serait bien que tu fasses une intervention», tout ça, et pour parler de racisme en plus et de colonialisme, où j'avais déjà fait une première fois, par rapport justement au véganisme, et en fait, bon, déjà la première fois que j'étais venue, pareil, c'était un endroit, qui était, majoritairement blanc. Donc déjà quand j'étais arrivée, je me suis dit: «OK». Et et là, en fait, le fait que je pose la question de l'argent, en fait, la réponse m'a encore plus énervée parce que la personne m'a dit: «Oui, j'y ai pensé et tout», et je me suis dit: «Oh, mais attends, mais tu y as pensé, mais du coup, tu me proposes pas, du coup, c'est bizarre». C'est encore pire que de me pas me dire, voilà, enfin Non, mais bref. c'est, Et du on coup, en adore. fait, après la personne m'a proposé un montant, et cetera. En fait, c'est même pas le montant, moi je suis quelqu'un de principe, et vraiment juste le principe qu'elle y ait pensé mais qu'elle ait pas proposé. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est vraiment genre, c'est OK de m'exploiter». Genre j'habite à 1h30 de Paris, je suis handicapée, je paye les transports, je vis sous le seuil de pauvreté. Genre la moindre des choses, ça aurait été de me proposer le défraiement au moins du trajet, quoi. Et je me dis, en fait, je sais que c'est tellement récurrent que, en fait, bah, voilà, qu'il y a des gens, du coup, qui ont plus du tout envie d'intervenir des fois. Alors après, comme tu disais, oui, ça veut pas dire qu'on ne doit plus intervenir, mais je vois quand même la différence avec,
Bah, justement avec, Tsipora, on a déjà fait un live, ensemble. Enfin, pas avec elle, mais du coup avec une association et c'est elle qui avait proposé. Il y a pas eu de questions. Tout de suite, on m'a proposé d'être rémunérée. Il y a une autre personne racisée qui veut me faire, intervenir dans une école. Il y a pas eu de questions. Tout de suite, la personne m'a proposé une rémunération et en fait, je vois vraiment la différence et je me dis, bah, que c'est lié, en fait, toujours à ça, du fait que, on doit, être exploité et faire les choses, constamment gratuitement, faire de la pédagogie gratuitement, alors que ça nous coûte, psychologiquement, physiquement et cetera, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut refuser, hein. Ouais. Moi, c'est Maboula Soumahoro, hein, qui m'a appris ça et vraiment, je ne la remercierai jamais assez. Au tout début, moi, je demandais pas d'argent non plus et en fait, il y a quelques années, donc bah, autour de 2014, un jour, donc c'était encore l'époque où je faisais des trucs pour la cause et tout et je suis invitée à Lyon par une orga blanche et qui me dit: «On n'a pas d'argent, mais toi, tu es lyonnaise, non? Tu peux dormir chez des potes à toi et tout». Donc je dors sur un canapé chez des potes et je me retrouve sur un panel où il y a que des universitaires, donc en poste, en CDI, blancs, et ils sont tous payés et dorment à l'hôtel. Non. Et là, du coup, je suis rentrée à Paris et tout, et donc on se voit en terrasse avec ma boula et je pleure en disant j'en peux plus et tout. Et elle m'a dit, tu dis non en fait. Elle me dit, tu dis non et tu verras, il y a toujours l'argent. Si tu dis non, on te paye. Et c'est très dur au début parce que c'est contre-intuitif. Quand tu es précaire, tu Mmh. as tendance à accepter tout et n'importe quoi. Ah mais là, j'ai Mais en refusé, hein, du coup. je le dis à tout le monde, c'est magique. Le pire truc qui puisse arriver, c'est que tu dis non, je prends tant, et que les gens te disent bon, ok, cette année on peut pas, mais ils vont budgéter pour toi l'année suivante. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment un truc de toute façon, enfin ça, c'est, faut le considérer, c'est la seule forme de pédagogie qui vaille avec les blancs. C'est vraiment, c'est payez-moi en fait. Et si tu veux pas payer, je viens pas. C'est tout. Ouais. Et vraiment, je répète les mots de Maboula Soumoro, il y a toujours l'argent. Il y a toujours l'argent. D'ailleurs, c'est comme ça que les personnes racisées font des anneaux. Moi, combien de fois j'ai eu des collectifs de meufs afro-femmes qui se sont démerdées pour payer parce qu'en fait, elles ont fait le chapeau. Nous, on fait les tontines, on fait les trucs. Donc, en fait, sinon, on trouve l'argent, tout le monde peut trouver l'argent. Est-ce Exactement. que tu as envie de trouver l'argent? Ça, c'est une autre chose. Si tu as pas envie de trouver l'argent, moi, je viens pas parler, c'est tout. Surtout que Et bon, en les plus, statistiques ethniques, voilà, on peut pas prouver, mais en plus, on a moins de sous, voilà. mais même si on avait plus de sous, est-ce que les blancs, ils refusent les thunes parce qu'ils ont plus de sous? Non, c'est que je veux dire, il faut sortir de ce truc, en fait. Mmh. Je veux dire, les blancs, ils sont payés. Tout travail mérite salaire. Ah oui. Je la prépare, la conférence. Tu la prépares, ton intervention. En plus, ils ont toujours plus besoin de nous qu'on a besoin d'eux, en fait. Mmh. Nous, on a besoin des thunes qu'ils veulent pas nous donner. Donc, de toute façon, si tu vas pas, tu rien perdu. Je veux dire, tu pas besoin de leur visibilité. C'est toi qui leur amène de la visibilité et Mmh c'est mh. toi qui leur amène une légitimité parce qu'ils ont fait un truc sur les questions raciales. Donc, en fait, c'est ça aussi. C'est que là où nous, on a un travail à faire sur nous-mêmes, c'est de considérer la réalité. Mmh. C'est pas nous qui avons besoin d'eux, c'est le contraire. Dans les milieux progressistes, là, etc., eux, ils ont besoin qu'on soit là. Parce que déjà, on est extrêmement pertinente, par ailleurs. Parce que je veux dire, moi, souvent, j'entends des gens dire ouais, parce qu'on nous invite parce qu'on est des tokens. Non, 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 on nous invite parce qu'on est très intéressante. C'est ça aussi, c'est un autre truc. Donc, du coup, en fait, je veux dire, tout ça, ça se paye. Et ces gens-là, j'insiste, ils se déplacent pas gratos, ils travaillent pas gratuitement. Mmh. Donc, en fait, pourquoi est-ce que nous, on travaille? C'est fini. C'est c'est fini depuis 1848, cette affaire. Et ça n'a que trop duré depuis. Bien, bien d'accord. Dans le chat, ça dit, «Dis bien Amandine, Beyoncé se déplace jamais gratuitement». Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah non, non, c'est ça. Les rendez-vous! Moi, par exemple, maintenant, c'est mon nouveau truc. Les gens, ils m'écrivent en mode genre: «Oui, alors je voudrais faire un café pour, que vous me parliez et tout». Maintenant, je réponds: «Ça, c'est payant aussi». Mais j'ai pas ton temps, frère, tu vois? C'est le déplacement, c'est le café parce que tu veux me parler de ton je sais pas quoi, mais Mmh. non! Ah puis il y a la charge mentale aussi, comme tu dis, si tu es pas disposé, forcément à tel moment, bah, voilà quoi. C'est aussi pour ça que tu peux dire non d'ailleurs. Et puis tu veux pas me parler de ton projet, tu veux faire de l'extractivisme. C'est pas ça le truc. Je veux dire, tu veux mon avis sur l'adoption, sur machin, j'ai écrit des livres, j'ai fait des films. Tout ce que tu peux tirer de mon travail, ça existe déjà, c'est déjà dehors. C'est pas ça que tu veux. Tu veux que je te fasse de la consultance sur ton scénario, c'est que tu veux que je travaille en fait. Si tu veux que je Mmh. travaille, tu vas payer. Le travail Et caché. ça, vraiment, il faut être intraitable. Je le dis pour les gens qui nous écoutent. Vraiment, il faut être intraitable. Mmh.
Je crois que c'était C'est Eva Herzigova, elle disait qu'elle se levait pas, en dessous de s'il y avait pas 3-0. Bon voilà, moi je suis pas supermodèle, tu as vu, donc je peux pas faire ça. Mais elle disait: «Je sors pas de mon lit en dessous de s'il y a pas 3-0 derrière le chiffre». Bah, c'est ça, c'est ça qu'il faut avoir en tête, dans la limite de ce qu'on fait, hein. Voilà, moi oui, bien sûr. j'en suis pas là de ma Bah, là, vie, ça a mais été si pareil d'ailleurs pour la bijouterie parce que j'ai dû, enfin, je l'ai pas encore refusé, mais je vais refuser du coup, une demande parce que, bah, la personne en fait, a tenté de négocier et tu ne négocies pas avec un artisan. C'est exactement. Moi, j'ai même une politique qui est que si c'est des gens qui essaient de négocier alors que je sais qu'ils ont l'argent, la fois où ils reviennent, je leur demande le le double. double. Je sais pas si j'arriverai à faire ça. Je pense pas. Ah, je pense que c'est de la pédagogie. Ouais. Et du coup, bah, ça allait, comme on parlait d'art, aussi, je voulais aussi, un petit peu parler de cette partie-là, où tu parlais d'injonction à l'humilité en tant que femme artiste noire, qui m'a parlé aussi évidemment. Comme comment les critiques constantes qu'on reçoit, bah, du coup, ça alimente, pour moi la misogynie noire et le suprémacisme blanc, du coup et bah, comment tu l'as subi et est-ce que surtout tu le subis encore aujourd'hui? Enfin, plus aujourd'hui? Oui, je pense qu'il faut se faire une raison, ça s'arrête pas, hein, Ouais, bah, je me doutais de la réponse de la question, mais bon. non, ça s'arrête pas, mais mais après, je pense que oui, c'est toujours la même chose. C'est un peu, il y a des choses qui sont plus faciles à vivre quand tu es moins précaire, tu vois? Parce qu'en fait, le problème, c'est que, par exemple, l'extractivisme, c'est une catastrophe, tu sais, moi, il y a des gens, il y a une meuf qui avait fait un crowdfunding pendant que je faisais Ouvrir la voie pour faire un film et en fait la description de son film c'était copier-coller la description du film sur la page Facebook d'Ouvrir la voie à l'époque. Tu vois. Mmh. Et tu sais, là quand c'était mon premier projet et que je voyais des gens qui essayaient de me pomper et tout, j'étais en méga panique et je trouvais ça vraiment insupportable. Et puis voilà, des choses qui vraiment venaient attaquer mon travail, c'était très dur. Bon, là, moi, je suis plus précaire économiquement, et puis je suis à un stade de ma carrière où en fait, si tu m'as pompé, ça se voit, tu vois? Donc du coup, voilà, c'est pas ce truc-là et après ce que les gens peuvent dire, bon, je pense qu'à un moment donné et ça, c'est aussi la beauté de la quarantaine, tu vois? Heu, moi, Tu je t'en m'en fous. fous et puis j'avoue que j'ai eu la chance, même avant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a beaucoup dit que j'étais arrogante, etc. Mmh. Et je pense que ça vient de mon éducation, c'est-à-dire que ma mère a vraiment tenu à ce que j'ai une éducation. J'ai souvent dit non genrée, mais je pense en fait rétrospectivement, j'ai vraiment été élevée comme un garçon. Mmh. C'est-à-dire que j'ai vraiment été élevée dans un truc de je peux tout faire, je peux tout dire, et généralement ce que je dis et ce que je fais, c'est génial. Mmh. Hem, dans ma famille en tout cas. Ma mère a vraiment eu un truc de me pousser à l'école et de toujours, on va dire souligner, le côté que je comprenais vite, que j'étais brillante, machin et cetera. Donc moi, j'en ai toujours été vraiment convaincue et en fait, il m'a c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que les femmes et en plus moi j'ai toujours aimé, bon, bah, parler, voilà, je pense qu'on a compris ce soir aussi. C'est féminin. Donc moi, j'ai toujours beaucoup aimé parler, prendre la parole en public, j'ai jamais eu peur, au contraire, j'ai fait du théâtre quand j'étais petite, j'étais ravie, ma meilleure année d'école, c'est en CE1 quand Didier Gonin nous laissait, faire nos poésies comme on voulait, donc moi je chantais mes poésies, je machin, je truc, voilà. Donc de toute façon, effectivement, j'ai toujours été une enfant assez flamboyante, mais du coup, j'ai pas du tout été arrêtée dans ma flamboyance et c'est arrivé en fait, c'est à Sciences Po que j'ai commencé à me rendre compte, par exemple, que la façon dont les femmes prenaient la parole en public, avec ce que j'appelle le «je m'excuse», de demander pardon. Alors Mmh. voilà, je vais dire quelque chose, je sais pas si c'est très pertinent, mais je pense et là généralement la meuf elle dit un truc super pertinent, mais du coup comme elle vient de passer 3 minutes 30 avant de commencer à parler à s'auto-dénigrer, c'est dur à entendre. Alors que tous les gens de ce monde arrivent en disant: «Alors moi je pense que» pour Mmh dire de mh. la merde, mais c'est pas grave, eux ils y vont avec, un aplomb, et donc moi ce truc de, voilà par exemple si quelqu'un me coupe la parole, enfin si un homme me coupe la parole, moi je continue à parler, jusqu'à ce qu'il s'arrête de parler en fait. Ouais, je fais Et ça du aussi coup, maintenant. ça marche Ouais. à tous les coups. Je continue et au bout d'un moment, ils se taisent. Mais donc du coup, c'est voilà, c'est en grandissant que j'ai compris qu'il y avait un truc,
où j'étais pas au même endroit. Donc du coup, ça énervait beaucoup les hommes, surtout il y a 20 ans, là, parce que moi, ça fait un petit moment que je suis dans des endroits et très blancs et où il y a peu de meufs, etc. Euh, et, euh, et du coup, je pense que j'ai aussi pris l'habitude de susciter beaucoup d'animosité. Et donc d'apprendre à travailler avec ça en fait. Moi j'ai l'habitude d'être dans des espaces qui sont plutôt hostiles euh, et du coup à être vraiment dans un truc moins maintenant. Mais Mmh. je dirais quand même facile jusqu'à il y a une bonne dizaine d'années. Moi j'étais du coup très rentre dedans aussi. Euh, donc euh, ça aide. Le problème c'est pour les personnes qui sont pas comme ça. Je ne pense pas que c'est par nature. Pour moi, en fait, c'est un mécanisme de défense, mais qui est devenu vraiment comme une seconde peau à un moment donné. Le problème, c'est pour les personnes qui sont vraiment timides. Voilà, tu es une Mmh. personne noire et timide. Pour le lancement du livre, la modératrice, c'était Marie-Julie Chalut, qui était aussi dans Ouvrir la voie. Et voilà, qui anime Noir Cinéma, Afropéa, tout ça et tout. Qui est comédienne, curatrice, plein de trucs. Euh, et on avait parlé de ça quand on préparait à la maison. Moi, je disais souvent, par exemple, dans les instances de cinéma, je leur disais, je penserais que les choses ont changé le jour où une meuf noire timide et introvertie pourra faire une carrière de cinéaste. Aujourd'hui, si tu es une meuf noire et que tu veux faire une carrière de cinéaste, tu as intérêt à avoir la peau vraiment dure, à avoir une formation aussi académique, à être en mesure, je veux dire, toutes les cinéastes blanches ne sont pas au niveau d'articulation politique que d'Alice Diop, de moi, de Mati Diop. En fait, quand tu regardes, Mmh. on est des monstres. C'est le seul moyen d'exister, en fait. Il y a pas de meuf noire, tu sais, surtout réalisatrice, qui est en mode genre, moi j'avais envie de faire un film, mais finalement, je sais pas trop si ça parle de moi ou si Mmh ça mh. parle de mes machins. On n'est pas comme ça. Mais parce qu'on peut pas être comme ça, en fait. Mmh. Si on était comme ça, on se ferait bouffer en deux-deux, on n'aurait pas de carrière. Si tu regardes, Mathie, elle a monté sa boîte de prod au Sénégal. On fait toutes 3 milliards de trucs parce qu'on n'a pas le choix aussi. C'est aussi comme ça qu'on mange, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc voilà, l'enjeu pour moi, il est là-dedans. Il est dans le fait que toutes ces injonctions à l'excellence, à, auxquelles aussi on a souscrit longtemps, et j'espère là pour les plus jeunes que vous avez compris que l'objectif, c'est la médiocrité. Enfin, je veux dire, on peut être des noirs banals. En tout cas, moi, je voudrais que les noirs banals ou j'insiste, timides ou quoi, puissent faire carrière en fait. Mmh. Euh, Parce que ça aussi, c'est une pression monumentale. Et donc, je pense que le plus vite dans un parcours, on arrive à bloquer ce bruit de vous êtes ceci, vous êtes cela, le mieux c'est. Parce que de toute façon, ce bruit-là, il va toujours exister. Mmh. L'enjeu, c'est vraiment de se dire, OK, A, j'ai pas d'obligation à être parfaite. B, en fait, comme je suis, c'est déjà bien au-dessus du niveau moyen. Et C, si ça te pose un problème que je le dise, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Voilà. Donc ouais, aujourd'hui, tu es plutôt, enfin, tu t'en fous, quoi. Tu es tu es en mode de: «Je fais ce que je veux et voilà, quoi». Non, et puis en fait, je vois pas pourquoi, enfin, je sais pas comment dire. Pour moi, l'humilité est dans le fait de, moi je suis une fille de cantonnier, Mmh. j'ai vu mon père, se faire mépriser, par tous les gens qui avaient fait des études, par tous les gens qui considéraient que nettoyer la rue, c'était un job subalterne. Il y a Pour beaucoup moi, de l'humilité, classisme, ouais. c'est que Mmh. exactement. Je vais jamais mal me comporter avec qui que ce soit. Mon objectif, quand j'ai une journée de tournage et de trucs, c'est de repartir et que les gars de la sécu et des pompiers me kiffent. Voilà, moi, mon truc, mon enjeu d'humilité, il se situe là. Mmh. En fait, on fait des films, on écrit des livres, c'est pas si important, c'est pas si grave. Il y a des gens qui sauvent des vies, même s'ils sont pas top avec tout le monde. Les médecins, c'est quand même vachement plus utile que les réalisatrices de films. Bon, donc voilà, pour moi, il y a un peu, l'humilité, elle se situe là. Par contre, moi, je connais la valeur de mon travail et je sais ce que je fais et je sais le parcours que j'ai fait. Je viens de Montanet, je suis née sous X, je suis une femme noire queer et aujourd'hui, je suis réalisatrice et autrice et je vis de ça. En fait, je sais le chemin que j'ai fait. Mmh. Je sais ce que ça m'a pris de faire ça. Donc en fait, il n'y a pas un Jean-Mi qui va venir me dire que quand même, je pourrais être un peu plus humble. Toi, va être humble. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Ouais, quand je travaillais sur Bolo, un jour, Vini il m'a dit, ouais, moi, quand les gens me disent un truc, je leur dis, j'ai une page sur Wikipédia. T'as une page sur Wikipédia, toi? Donc voilà.
C'est ça la question. Moi, je sais le chemin que ça m'a pris. Et c'est pas la même chose quand on dit Nipo Baby, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui sont des Nipo Baby et qui ont du talent. Sauf que moi, je suis là et je suis la fille de personne. Littéralement, je suis des sous-X. Donc, en fait, on va pas genre débattre de pourquoi je devrais me faire plus petite que je ne suis. Non, non. Non, mais je trouve que c'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Enfin, moi, ça m'est aussi arrivé, malheureusement, notamment pour la bijouterie, parce que ça reste quand même un domaine du luxe. Et du coup, les gens ne sont pas habitués à ça. Donc, il y a tout de suite ce truc de qu'on te croit comme étant quelqu'un de hautain, alors que bah, je suis une banlieusarde. Je me Donc dis, ouais. c'est leur perte. En Mm, fait, mm, mm. tu vois, moi, ce que je trouve aussi, c'est que, tu vois, au fond, moi, je suis une meuf super gentille et calme et douce, etc. Du coup, bah, si toi, tu veux me mettre dans une case, c'est ton problème. Tu passes à côté d'un être humain, en fait. Mm. Voilà, c'est tout. Et en plus, j'insiste, une case que tu ne me mets que parce que je suis une femme noire. Ouais. Je veux dire, j'insiste, je serais un mec blanc qui a ma carrière et qui se comporterait comme je me comporte, tout le monde trouverait ça normal. Parce qu'à la fin, je fais pas non plus des trucs, je dis juste que ce que je fais, c'est bien. T'as vu? Je suis pas non plus là. Ça va, quoi. T'es pas en train de te lancer une pluie de fleurs, quoi. Je reste pas tous les matins sur les réseaux en train de dire, eh, vous m'avez vu, machin, je sais pas quoi. Mm. C'est pas ça ma vie, en fait. Et par Oui, contre, puis ma vie, ça peut être puis en plus, tu es dans la transmission, donc déjà, enfin, tu pas dans un truc forcément individualiste, tu es dans un truc plus dans une vision collective. mais c'était même la conversation sur Théodora. Mais Mm, pourquoi est-ce qu'on demande aux femmes noires de faire du communisme quand elles font une carrière d'artiste? mm. Mais excusez-moi, Angèle, qui lui demande de faire je sais pas quoi? Pourquoi je devrais faire de la transmission? Je fais de la transmission parce que ça me plaît. Ouais, bah, bien sûr. Obligation. Les artistes blancs, il y en a plein qui font que leur truc d'artiste. Et on va même te dire, c'est très important, la licence artistique, les artistes, machin, etc. Pourquoi nous, on doit faire du service public? Je veux Mm. dire, moi, c'est mon engagement. Il se trouve que je trouve que c'est important pour la société et que je ne me vois pas désolidariser du reste du groupe. Mais c'est mon choix. Ou alors, c'est une obligation pour tout le monde. Mais puisque c'est pas une obligation pour les blancs, c'est pas une obligation pour les hommes noirs, c'est pas obligation pour les autres racisés, c'est une obligation que pour les femmes noires. Mm. Je refuse. Je le fais pas par obligation. Je le fais parce que moi, j'y crois politiquement. Et si vous le demandez aux femmes noires, il faut le demander à tout le monde. Tant que c'est pas demandé à tout le monde, moi, les artistes noirs qui veulent penser qu'à leur gueule, allez-y. Mm. Voilà. Quand on demandera à tout le monde de faire sa part, il n'y a pas de souci. Bien dit. Bien dit. Et du coup, bah, j'arrive sur la dernière question qui est est-ce que ça a été libérateur pour toi d'écrire et de publier le livre, du coup? Je sais que tu en as parlé un petit peu dans le bouquin, mais pour les gens qui l'ont pas lu. Bah oui, Pas bien encore. sûr. De toute façon, je pense que justement, en tant qu'artiste, tu es quand même toujours en train de travailler justement les sujets qui te, qui te sont chers et que tu as besoin d'élaborer. C'est un autre lieu d'élaboration. Moi, je suis en thérapie, mais l'écriture, la création, c'est un autre lieu d'élaboration de mon histoire. Là, j'ai hâte aussi de passer à la fiction Mhm, parce que je pense que c'est chouette de pouvoir élaborer son histoire sans parler de soi. mhm, C'est un peu ce que j'ai fait avec les documentaires, c'est-à-dire Ouvrir la voie, c'est d'autres femmes noires, Une histoire à soi, c'est d'autres adoptés. Mais c'est très basé sur le réel. ouais. Ce que je trouve intéressant en fiction, c'est que par exemple, tu peux mélanger des personnes de la vie réelle. Tu vois, tu peux faire un personnage qui est issu. Et là, du coup, je pense qu'il y a comme une autre forme d'élaboration. Parce que tu as la liberté de pas. Dans le documentaire et dans l'essai autobiographique, etc., il y a aussi une responsabilité éthique. Tu Mhm, travailles avec le matériau, c'est des personnes réelles, ou c'est des personnes de mon entourage, etc. Il y a toujours une attention que je dois leur porter. Et donc, je ne peux pas faire n'importe quoi, ou je ne peux pas, en tout cas, dire tout ce qui me passe par la tête, etc. Avec la fiction, tu peux. Et tu peux aussi avoir des personnages beaucoup plus complexes qui existent, parce que tu peux faire des ellipses, etc. Enfin, voilà, tu as mhm. plus de liberté. Donc là, j'avoue que, de toute façon, moi, je voulais faire de la fiction depuis le début, mais c'est ça, la vie des femmes noires. La vie m'a amené ailleurs, c'est pas grave. Je serais contente de ce que j'ai fait jusqu'ici. Enfin, je voudrais quand même faire de la fiction, si possible, avant de mourir. Voilà, donc là, je vais m'y mettre. Mais, oui, oui, écrire, vivre libre, pour moi, c'était important parce que, bon, alors en plus, après mon rent, ça va peut-être paraître absurde, mais finalement, j'ai jamais vraiment pu m'exprimer justement
dans toute ma complexité. Ce que crée aussi la visibilité publique et encore une fois cette pression à la politique de la responsabilité, au fait de devoir faire du service public quand on est une femme noire et tout, c'est que ça nous empêche d'exister en tant qu'individu. Mmh. Et autant je reste une afroféministe, matérialiste, convaincue, etc., autant je pense qu'on doit adresser la déshumanisation qui consiste à nous refuser une individualité et une complexité parce qu'on est des femmes noires. Moi, je suis une personne, je suis une artiste, avec sa subjectivité, son parcours, et il se peut que des choses que j'ai à dire ne plaisent pas à une partie des communautés noires, ne plaisent pas à une partie des personnes queer, ne plaisent pas. Et en fait, c'est comme ça. Je veux Mmh. dire, encore une fois, c'est des choses qu'on va jamais reprocher à des personnes blanches. Donc, moi, je suis comme je suis. On n'est pas obligé d'aimer, mais en fait, je ne vais pas taire certaines parties de qui je suis pour le bien de la communauté. J'ai eu une grosse conversation, par exemple, avec un homme noir plus âgé que je connais, etc., qui est dans les industries culturelles, sur le chapitre sur la sexualité du livre. Tu vois. Mmh. Et il me dit, voilà, moi je me suis quand même posé des questions en lisant ce chapitre. Déjà, je me suis dit, est-ce qu'on doit tout raconter est-ce que, voilà, et je suis pas prude, mais quand même, je me pose la question, est-ce qu'on doit tout raconter et puis, quand même, au fond, est-ce que le fait que je parle de ma vie sexuelle, ça contribuait pas à renforcer les stéréotypes sur les femmes noires et tout. Et du coup, je lui ai dit, ouais, mais déjà, quand tu me dis: «Est-ce qu'on doit parler de tout?» bah, ça veut dire que tu présupposes que ma sexualité m'est jamais appartenue. À partir Mmh. du moment où, étant préadolescente, des hommes plus âgés, principalement blancs, mais pas que, viennent me voir en me disant: «Ah, vous, les femmes noires, ceci, cela», Mmh. en fait, je suis dépossédée de ma sexualité avant même qu'elle ait commencé. Donc quand tu as 41 ans, j'écris un livre, moi, c'était peut-être j'avais 40, et quand tu as 40, j'écris un livre et je fais un chapitre sur la sexualité pour expliquer comment je me suis réapproprié ma Mmh. sexualité, je suis pas en train de faire un truc, je sais pas quoi, tapageur, pour choquer les bourgeois. J'ai écrit un livre pour moi, en fait. Mmh. Et c'était d'ailleurs la question de mon éditrice, Charlotte Tillet, la personne qui bosse sur le texte. Quand on s'est vu que j'avais commencé à écrire, elle m'a dit, du coup, c'est qui, tu l'adresses à qui ce livre? Et je lui ai dit, celui-là, il est pour moi. J'ai 20 ans de service public derrière moi. Celui-là, il est pour moi, en fait. C'est comme les gens qui disent, cet enfant, il est pour moi. Voilà. Vivre libre, c'est d'ailleurs le titre, il est d'abord pour moi, parce qu'en fait, parce que j'ai passé des années à survivre, parce que j'ai passé ma vie et je passerai ma vie à essayer de comprendre ce qu'est le sens du mot liberté quand tu es une femme noire, queer, née sous X, qui a grandi à la campagne, dans une Mmh. famille de classe moyenne, etc. Et donc, du coup, l'enjeu pour moi, il était vraiment là, de dire j'ai droit à ça. J'ai droit de m'exprimer dans toute ma complexité, j'ai droit d'exprimer ma vulnérabilité, j'ai le droit de parler de sexe si j'ai envie. C'est pas parce que les femmes noires sont hypersexualisées que je vais pas parler de sexualité, alors que c'est une part très importante de ma vie. Mmh. C'est une des choses qui rend la vie, pour laquelle la vie vaut d'être vécue en ce qui me concerne. Ce n'est pas une attaque contre les personnes asexuelles, c'est juste mon expérience. Et ça aussi, je pense que la gestion du quant à soi, le fait que quand tu existes dans l'espace public, les gens fassent des grandes projections sur toi, Mmh. en fait, moi, je suis pas responsable de la version de moi que tu as créée dans ta tête, Mmh. ou le fait que je dise que moi, j'aime le sexe, bah, si toi, c'est pas ton truc, il y a pas de souci. Mais je veux dire, on n'est pas toutes pareilles, je suis pas ta représentante, ton machin, je suis juste moi, et peut-être qu'il y a des choses de mon histoire qui vont faire écho à la tienne et peut-être pas, et ça s'arrête là. Mmh. Et donc ça a marqué un tournant dans ma vie aussi parce que voilà, quand tu as été abandonné à la naissance, etc., tu as une tendance encore plus poussée que le reste de la société à vouloir qu'on t'aime. Et chez moi, ça s'est beaucoup créé, pas créé, mais ça s'est beaucoup centré autour de m'auto-effacer, de Mmh. gommer certaines choses parce que je sais qu'elles vont pas passer. Qu'elles vont pas passer chez les afroféministes, qu'elles vont pas passer chez les décoloniaux, qu'elles vont pas passer chez les queers, etc. Et en fait, bah voilà ce que je dis, ça c'est la beauté de la périménopause, hein. Il y a un stade hormonal du je m'en fous. En fait, c'est quoi? C'est comme ça. Et puis si ça passe pas, bah, c'est dommage. Euh, mais généralement, c'est plus dommage pour les autres que pour moi. Moi, j'insiste, je suis plutôt sympa en fait. Donc ça t'a libéré, du coup? Ça m'a pas mal libéré. J'avoue, c'est mon livre de Je largue les amarres.
ou je l'ai écrit parce que j'avais largué les T'en avais amarres, tu marre, vois? quoi. Parce que je lisais les Ouais, premières pages, tu disais que t'avais hésité quand même à le. pas très longtemps. Ouais. Bah, j'ai eu le dossier 10 ans sur mon ordi, donc oui, Hmm. j'ai mis très longtemps à larguer les amarres. Mais justement, c'est ce que je dis, c'est ce truc d'avoir peur de pas Hmm. être comprise, de pas être aimée, de pas. Et en fait, de toute façon, ça fait quand même assez longtemps que je suis pas très bien comprise, donc c'est pas grave. Je me dis ça, ça j'ai l'habitude. Généralement, ça prend un petit moment pour que, voilà, pour que mon approche fasse son chemin chez les gens. Donc ça, c'est un truc. Et puis oui, ça, je pense que tant que tu t'aimes pas assez toi-même, bah, tu comptes beaucoup sur. En plus, c'est pas de l'amour. Enfin, je veux dire, l'intérêt que des personnes vont avoir pour ton travail, c'est pas de l'amour pour toi, qui est aussi une chose que Hmm. j'ai compris. Par exemple, quand j'ai eu des problèmes de santé, etc. Mhm. Ce volet service public pour les femmes noires, il est d'autant plus pernicieux que quand nous, on a besoin des autres, personne n'est là. Être une personne ressource, ben, c'est être une personne qui, quand elle n'est plus utile, ne reçoit pas la même grâce que celle qu'elle a donnée aux autres avant. Mhm. Et donc ça a été le premier moment où je me suis dit, ben, c'est super de vivre pour la collectivité, pour les autres, d'y trouver une forme euh, ou de quelque chose que moi j'avais confondu avec de l'amour. Mais en fait, c'est pas ça. Et donc là aussi, ça demande justement de se soigner, ça peut venir que de toi, le truc de, de décider si tu veux vivre ou pas, si tu veux être ici ou pas. Euh, et une fois que j'avais passé ce cap-là, euh, de voilà, régulation des pics dépressifs, euh, paix avec cette histoire voilà, de séparation avec la famille de naissance et de Mhm. rejet original, etc. Originel, bon là je fatigue, mais une fois que ça c'est réglé, bon moi ça va faire plus de 14 ans là, on rentre dans notre 15e année ensemble avec Enrico, tu vois. J'ai des amis qui sont vraiment, j'en ai peu, mais qui par contre sont vraiment là Mhm. aussi quand j'ai mes galères, etc. Et du coup, voilà, je dis la quarantaine et je dis la périménopause parce qu'il y a vraiment quand même un switch de je m'en fous qui est vraiment très, très spécifique. Et quand Je il te t'arrive, dirai dans 5 ans. c'est ça, tu le sens direct. Tu peux pas le confondre. C'est-à-dire que voilà. Mais avant ça, il y a eu tout un travail émotionnel, psychique, etc., qui m'a emmené à un endroit de sécurité, de me dire, bah, si quand je me montre tel que je suis, les gens ne m'apprécient plus, bah tant pis. Mais je préfère qu'on m'apprécie pas pour qui je suis, plutôt qu'on m'apprécie pour qui je suis pas. Voilà. C'est plutôt ça le truc. Bah, c'était très clair. Et puis, bah, merci en tout cas pour ce livre qui m'a quand même beaucoup parlé. Je vais remettre le lien. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont des questions pour Amandine. Je pense qu'on a 2-3 petites minutes s'il y a des questions. Puis sinon, on va s'arrêter là. Alors, Vivre libre, vous pouvez l'acheter ici. J'ai mis le lien. Ouais, c'est bon. Je sais pas si vous avez des questions, les gens. Ah, il y a Camille qui dit trop hâte de lire la prochaine fiction. Ah oui, alors ce sera sûrement pas à lire, ce sera sûrement un film, Ok, mais j'espère que ça hâte quand même. ok. Euh, Adriana qui dit non, mais je voulais la remercier pour son travail et sa bonne humeur car je la suis depuis des années sur Twitter. Oh, merci. Et bonjour, j'ai écouté en l'heure que j'ai acheté le livre. Let's go. Trop bien. Hâte de tous tes projets, bah voilà, donc c'est cool, il y a de l'enthousiasme, ça fait plaisir. Eh ben, merci tout le monde. Camille qui Merci dit je d'être suis venu. Hein. cinéphile aussi, hein, donc on va suivre les prochains, les prochains Aux films du prochaines coup. aventures. Bah, tout le monde dit merci, bah merci à toi surtout Amandine. Bah, avec plaisir, merci de m'avoir invité. Bon, alors on ne sait pas si c'était mon baptême Twitch ou pas, mais en tout cas, c'était bien. Moi, j'ai décidé que c'était Bah, c'est pas grave, c'est les premières fois, mais bon, c'est cool. Bah, c'est un format qui est pas très. Enfin, c'est assez cool, en vrai, c'est assez chill. Là, j'ai pas trop lu le chat parce que je voulais surtout t'écouter.
Mais c'est cool, tu as quand même bien répondu à mes questions et bah, merci encore, puis à une prochaine, hein, quand tu veux. Bah oui, à la prochaine. Salut, bonsoir Salut, tout le monde. merci.